première partie, donc, ce qu'on va vous expliquer, c'est Mars avant la partie spatiale. Donc, qu'est-ce que les gens pensaient de Mars? Alors d'abord, c'est un monde mystérieux, où il faut aller, bien sûr, parce que si vous voulez, depuis les années 20, les années 30, on pense qu'il faut aller sur Mars, qui offre toujours le plein d'aventures. Donc il y a eu des bandes dessinées. Enfin, il faut savoir que ça fait partie de l'inconscient collectif. Mars, c'est la planète qui a été rêvée et fantasmée par des générations et des générations. Et puis, évidemment, les Martiens débarquent. Donc il y a eu le fameux roman de Wells, La guerre des mondes, qui a été adapté au cinéma. Là, je vous ai pris les images du film de Georges Pal de 1953. Donc effectivement, les Martiens tels qu'on les aime, méchants, qui sont prêts à nous envahir. Voilà. Donc, si vous voulez, ça fait partie de notre culture de Mars. Mais il y a quand même, il faut penser que ça a permis aussi de tout ce mouvement, disons, populaire, de la société civile, a permis aussi d'alimenter les chercheurs qui eux-mêmes alimentaient la société civile. Alors qu'est-ce que les chercheurs et la société civile se racontaient? Les chercheurs en particulier, il faut comprendre que pour aller sur Mars, on n'y est pas allé comme ça sur un coup de tête. On y est allé parce qu'il y a eu 3 grandes étapes de réflexion. Et alors on pense toujours aux astronomes qui observaient avec leurs lunettes Mars, et toi, Gilles, tu as bien connu Audouin Dollfus qui l'observait depuis l'observatoire de Meudon. Tu peux peut-être dire un mot? Le pic du Midi aussi, voilà. Oui, Audouin Dollfus qui a été dans le prolongement en fait, de Bernard Liot, lui-même en partie d'Antoniadi, qui a tué les canaux, qui ne figurent pas là, mais qui peut citer évidemment. L'observatoire de Meudon, le pic du Midi de Bigorre, voilà. Et puis les mousquetaires, Gérard de Vaucouleurs, enfin toute une très grande épopée, juste avant l'ère spatiale, qui est donc entre les 2 guerres et puis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où on a littéralement tué les canaux dans les milieux scientifiques, bien que dans les années 50, il y ait encore quelques irréductibles dont on reparlera. Tu as raison de souligner, Gilles. Moi, je ne parle que des astronomes qui étaient juste vraiment après la guerre. Alors, vous avez constaté d'ailleurs que vous avez vu plein de Français dedans. Parce que ce que les gens n'ont jamais bien compris, c'est que Mars, au niveau astronomie, est une planète franco-américaine. Il y a autant de Français que d'Américains qui ont observé Mars. C'est très très important. Dans toute l'histoire, en fait, déjà l'Europe est très présente. Hein. On a aussi Antoniadi, donc les Grecs, mais on a aussi quelques Allemands dans toute l'histoire de l'observation télescopique de la planète rouge. Les Européens et les Français, parmi eux, et surtout les Français, sont très très avancés. Les Anglais également aussi, quand même, il faut bien leur rendre. Mais voilà, il y a une vraie science de l'observation en France. Exactement. Donc en fait, une vraie science d'observation. Et les deuxièmes, on pense toujours, aller sur Mars, on pense toujours aux ingénieurs eux-mêmes. Donc il y a eu von Braun et Walter Hohmann. Alors Hohmann est un peu moins connu de vous. Hohmann, c'est celui qui a trouvé ce qu'on appelle les orbites de transfert. On en parlera. C'est comment passer d'une planète à l'autre. Et de manière économique. Et puis, Werner von Braun, qui en 1953, est le premier à avoir publié un bouquin sur comment aller sur Mars. Voilà. Et puis, on oublie toujours les biologistes, parce qu'il faut savoir que Mars a servi pas seulement de prétexte, mais de fondement pour toutes les théories de la biologie moderne, et en particulier de l'exobiologie, qui est un terme qui a été inventé par Joshua Lederberg, on va en reparler après. Donc je vous ai mis les grands biologistes qui se posaient, avant qu'on envoie des sondes, les questions sur la vie, comment la vie pouvait naître ailleurs dans l'univers. Et Mars était vraiment le terrain dédié pour tester leurs hypothèses. Et on ne serait jamais allé sur Mars s'il n'y avait pas eu donc Norman Horowitz, Joshua Lederberg, Harold Urey, sa fameuse expérience, vous savez, il lance des éclairs dans une espèce de boule pour voir des acides aminés qui se forment. Bon, Stanley Miller, qui était son... enfin les deux, en fait ils sont ensemble, Urey et Stanley Miller. Alexandre Oparin, qui lui a frôlé la création de la vie en s'apercevant que des molécules mises ensemble pouvaient grossir. Bon, mais c'est un phénomène chimique quand même. Et puis Gavril Tiktikov, qui lui a abrité à Moscou le premier grand congrès, on va dire, d'exobiologie dans les années 60. Voilà, donc ça vous avez, donc la mise en scène est prête, et du coup qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà les premières hypothèses. Les astronomes eux-mêmes pensaient que Mars était un petit monde sec, une géologie pas très active aujourd'hui, 70 à 120 millibars de pression atmosphérique, ça veut dire à peu près la moitié de ce qu'on a au sommet de l'Everest. Vous voyez, bon, donc pas beaucoup de pression atmosphérique. Et puis surtout une atmosphère faite de CO2. Puis les biologistes, de leur côté, ils pensaient que peut-être des formes de vie avaient peut-être pu survivre si elles existaient, et dans un environnement sec, sans vraiment d'oxygène, avec des températures parfois qui grimpent au-dessus de 0 degré. Bon, enfin, pas très optimiste, mais quand même. Ils disaient, il y a peut-être de la vie qui a pu survivre.
Et puis, les ingénieurs, c'est le Mars Project de von Braun. Et donc, von Braun a publié beaucoup de choses, a été beaucoup aidé par Time Life, qui a publié beaucoup de grands reportages pour le grand public avec des illustrations de Chesley Bonestell. Donc, vous retrouverez des illustrations, justement, les couvertures, c'est des illustrations faites par Chesley Bonestell. Ça a fait fantasmer des générations, la jeune génération américaine d'alors, qui est devenue les ingénieurs de la NASA. Donc, il faut savoir que dans l'inconscient de la NASA, vous avez toutes les peintures de Chesley Bonestell. Voilà. Ensuite, la Mars en 4 questions. Donc d'abord, ressemble-t-elle à la Terre? Est-elle habitable? Possède-t-elle la vie? Et peut-on partir l'explorer? Voilà, les 4 grandes questions qu'on se pose à l'époque. Alors ensuite, si vous voulez, donc, la meilleure photo qu'on a eue pendant très longtemps, je dis bien pendant très longtemps, c'était la fameuse photo de 1956. Toi, tu as connu, parce qu'elle était partout à Meudon, moi je l'ai vue aussi chez Dollfus, faite par Robert Layton, près de Palomar. En fait, c'était la meilleure photo qu'on avait à l'époque, et elle est restée très longtemps la meilleure photo de Mars. Ce n'est que depuis qu'on a le télescope spatial Hubble qu'on a commencé à avoir des meilleures photos astronomiques. Vous voyez, donc c'est resté longtemps la meilleure photo. Et puis, la meilleure carte, donc celle de Gerard de Vaucouleurs et Earl Charles Slipher, qui était d'ailleurs pour la petite histoire le frère de Vesto Slipher qui avait embauché le découvreur de Pluton. Donc c'est des 2 frères astronomes. Et le frère de celui qui a fait Pluton, il était un grand spécialiste de Mars, et en 62, la NASA, avec la Navy, avait demandé à ces 2 astronomes de se faire la meilleure carte possible de Mars avant qu'on envoie des sondes. Et donc, c'est la meilleure carte qu'on avait dans l'âge préspatial. Bon, alors on ne voit pas grand-chose, on voit des taches, des traits droits. On ne voit plus les canaux déjà, c'est pas mal. Voilà. On ne voit plus les canaux, comme tu dis, c'est pas mal. Il faut rajouter, mais on y reviendra, que von Braun pensait à un débarquement dans les années 84 sur la planète rouge, un débarquement massif qu'Albert Ducrot, bien connu de Ségur, comparait au débarquement de Normandie en 1944 sur les plages françaises. Donc à partir de ça, s'est mis en place un plan de conquête. Alors les acteurs du plan de conquête, vous avez les chercheurs. Alors les chercheurs, c'est des gens qui travaillent en biologie. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le but d'aller sur Mars, c'est faire des expériences biologiques. C'est pas d'aller explorer un autre monde qu'on ne connaît pas. C'est voir s'il y a de la vie. C'est le moteur principal de la conquête martienne. On va donc Carol Duret, Joseph Lederberg. On trouve Carl Sagan, déjà, parce que Carl Sagan écrivait beaucoup déjà sur tout ce qui était biologie martienne. Robert Sharp, qui était le premier géologue qui travaillait à Caltech, qui lui faisait des hypothèses sur la géologie de la Lune et donc la géologie de Mars. Qu'est-ce qu'on pouvait imaginer sur Mars? Et puis vous avez Wolf Wichniak et Gilbert Levin, qui sont les 2 compères qui vont fabriquer les expériences qu'on va retrouver plus tard sur Viking. Et ils sont là, déjà. Vous avez en politique, parce qu'il faut savoir que pour aller, ceux qui ont fait un peu d'astronautique ici ou qui ont participé à des programmes spatiaux savent qu'on ne va pas sur des planètes ou explorer l'espace comme ça s'il n'y a pas l'argent. Donc si vous n'avez pas les politiques avec vous, vous oubliez, tout simplement. Donc il faut mettre en place, il faut arriver à convaincre beaucoup de gens. C'est compliqué, tout simplement pour avoir vos budgets. Et donc, à l'époque, c'est Keith Glennan, qui est le premier administrateur de la NASA, William Pickering, qui est le responsable du Jet Propulsion Laboratory, James Webb, qui est le 2e administrateur de la NASA, Abraham Silverstein, qui est un grand ingénieur, qui est le concurrent de von Braun, enfin le concurrent, on va dire le confrère de von Braun, c'est Abraham Silverstein qui a inventé la combustion hydrogène-oxygène liquide. Donc c'est quand même le 2e, on va dire, aux États-Unis, on dit que les 2 grands ingénieurs du spatial, c'est von Braun pour l'architecture des systèmes, et pour la combustion, c'est vraiment Abraham Silverstein. C'est vraiment le top. C'est lui qui a inventé les moteurs les plus énergétiques qu'on a aujourd'hui. Si je vais trop vite. Et Donald Hurst, qui est celui qu'on a nommé pour l'exploration des planètes à la NASA. Et puis les ingénieurs, on va trouver des gens formés au Jet Propulsion Laboratory, qui sont Jacques Froelich, Jack James et Conway Snyder, qui lui fabriquaient les sondes à la tonne, qui fabriquaient des sondes marinaires pour aller explorer les planètes. Alors, tous ces gens, ils tournent autour de William Pickering, que vous avez donc, là vous avez donc le président Johnson, et à côté William Pickering, c'est celui qui était entre le texte vert, là. C'est le patron du JPL. William Pickering, il a voulu transformer le Jet Propulsion Laboratory en un laboratoire qui fabriquait pour l'armée, pour l'US Air Force, des missiles, vers un laboratoire de recherche qui travaillait pour envoyer des objets dans l'espace. Il a converti son laboratoire à ça. Et ça a été le premier à le faire. Et ça a été le premier à faire ce qu'on appelle
un plan décennal. Donc de lui-même, il a répondu à un appel d'offres de Silverstein qui disait mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer politiquement pour aller sur la Lune ou pour aller sur Mars ou sur Vénus à l'époque, parce que tout le monde sentait que les Russes s'agitaient aussi. Et il n'y a que Pickering qui a vraiment répondu avec des premiers projets de mission et un premier plan décennal le 18 décembre 1959. Alors, je ne vais pas vous le décrypter, la seule chose qu'il faut que vous compreniez simplement, c'est que vous voyez qu'on va déjà, en 59, on imagine rejoindre Vénus, Mars, Saturne, Jupiter même, on passe près de Jupiter, Mercure, etc. Tout un plan qui va jusqu'en 1971, où on progresse au fur et à mesure qu'on apprend. Et historiquement, c'est le premier à l'avoir fait. Avant, personne n'avait fait un plan pour rejoindre les planètes. Alors, en 1960, après ce plan décennal, on a décidé 2 grands programmes. On a décidé le programme Mariner, donc Mariner, qui est une sonde, donc toute simple, qui va survoler les planètes. Et on appelle ça Mariner A. Et ensuite, on a Mariner B, qui est une sonde qui est en fait un Mariner, mais qui emporte une capsule qui, elle, va pouvoir être larguée sur une planète. Donc une sonde un peu plus sophistiquée. Et deux Mariner B va décoller, va exactement transposer ce qu'on appelle le programme Voyageur. Alors, le mot Voyageur, aujourd'hui, vous entendez parler de Voyageur 1, Voyageur 2, qui sont passés près de Jupiter et près de Saturne, Uranus et Neptune. À l'époque, le mot Voyageur était réservé à la grosse sonde qui allait explorer Vénus et Mars, avec une capsule qui descendait vers la planète. Alors, tout ça fait que faut mettre ça en place. Alors on décide que le fameux Mariner B que vous avez en bas, on va l'envoyer parce qu'entre-temps, les gens du JPL ont dit Mariner A, on l'a fait survoler Vénus, mais entre-temps, on travaille déjà sur Mariner B, donc on va maintenant on va oublier Mariner A, on va travailler sur Mariner B. Bon, très bien, dit la NASA, montez-nous les autres missions avec du Mariner B. Et donc ils ont pondu la mission dite Mariner Mars 64, qu'on a appelée Mariner 3, Mariner 4. C'est un Mariner B, mais sans la capsule de descente. Parce qu'il fallait aller vite et qu'on n'avait pas le temps de développer la capsule. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit ? On va faire un début de programme voyageur, on va envoyer la sonde la plus perfectionnée qu'on a, survoler Mars, mais bien sûr on n'a pas le temps de développer la capsule, donc on oublie la capsule de descente et ça devient Mariner 3, Mariner 4. Alors Mariner 3 a fait un échec au décollage, et Mariner 4 a survolé Mars. Alors, la première stratégie d'exploration de Mars, c'est Mariner 4. Alors à l'époque, donc je reprends, comme vous l'avez dit très bien Gilles, on ne savait rien de Mars. On avait des tâches floues, on avait démonté l'histoire des canaux, voilà. Olympus Mons s'appelait encore Nix Olympica. Vous l'avez là, au milieu là, et puis Valles Marineris s'appelait encore Coprates. Voilà. Donc la toponymie en fait était simplement les vagues, les vagues taches claires et sombres, et rien de plus. Évidemment, on ne savait pas qu'Olympus Mons était un volcan, mais on ne savait pas que Coprates était le plus grand canyon du système solaire. Exactement. Alors du coup, ils se disent, donc ils réfléchissent, ils grattent leur tête, et qu'est-ce qu'on veut voir déjà sur Mars qu'on ne connaît rien ? Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il y a dans les zones claires et qu'est-ce qu'il y a dans les zones sombres. Alors on pensait que dans les zones sombres, il y avait quand même des poussières. Vous avez imaginé ça. Mais ils se disaient, il faut qu'on passe dans une zone pas trop claire non plus, sombre, une très très sombre et une moyennement sombre. Qu'on puisse vraiment savoir s'il y a de la végétation, pas de végétation, même si on ne la verra pas la végétation, qu'on puisse comprendre un peu comment la surface s'organise. Et comme vous voyez d'ailleurs, ils ont tourné autour de Nix Olympica qui est devenu Olympus Mons. En fait, c'est un pur hasard, parce qu'ils auraient pu survoler Nix Olympica. Mais à l'époque, ils se sont dit, c'est une tâche trop claire, c'est pas intéressant. Et la géométrie du survol a fait qu'on est passé à côté. Bon, maintenant on le regrette, et à l'époque on aurait pu le discerner. En fait, on aurait pu voir que c'était un volcan. Et ça aurait surpris personne. Alors pourquoi ça aurait surpris personne ? Parce qu'à l'époque, on pensait que Mars est une planète peut-être de type très terrestre avec des volcans. Oudouin de Lsuce, d'ailleurs, avait écrit dessus en disant il y a des résidus de cendres volcaniques. On savait que c'était une montagne. Quand même. Voilà, oui. On savait que c'était une montagne. C'est une image orographique bloquée par le sommet à 25 km d'altitude. C'est le plus grand volcan du système solaire. Voilà. Mais on ne savait pas que c'était un volcan. On ne connaissait pas la nature de ce relief. Mais à l'époque, ça n'aurait pas étonné grand monde de trouver un volcan. Enfin, en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais il faut savoir que Mariner 4, c'est une mission extrêmement fondatrice. C'est-à-dire que c'est une mission qui est importante, même si vous trouvez aujourd'hui que les images sont nulles, qu'on ne voit pas grand-chose dessus. La conquête de Mars ne serait pas faite sans Mariner 4. Alors pourquoi ? Parce qu'elle a figé déjà les 12 grands standards de l'exploration planétaire. Je les rappelle, c'est l'organisation des programmes planétaires, l'ingénierie, la science et le budget, donc 3 équipes,
L'architecture des sondes, c'est un bus, qui a un bus technique avec une propulsion, une stabilisation dessus et une plateforme qui comporte des instruments, des procédures de test, des composants et des équipements. Donc on va figer toutes les procédures de test. On va faire des premiers calculs de navigation interplanétaire. Pour rejoindre le corps en mouvement, il faut bien se projeter. Où est-ce qu'on va passer? À combien de kilomètres? Les corrections de trajectoire. C'est la première correction de trajectoire jamais tentée dans l'espace. Ah oui, pardon, merci. Le réseau de communication avec le traitement du signal radio, parce qu'on va communiquer avec un astre lointain. Les séquencements de tâches, c'est-à-dire qu'on va commencer à inventer une programmation et de la robotique pour dire, au moment où on passe près de Mars, clic, on fait des photos, et il ne faut pas se tromper dans le timing. Donc ça veut dire qu'avant, il faut repérer qu'il y a Mars dans le ciel. Donc Mariner 4 aura un senseur tout con, tout bête, très très bête, qui va repérer qu'il y a un truc très lumineux, très gros à côté. Dès qu'il sent qu'il y a un truc très gros, très lumineux, il enclenche la séquence. C'est-à-dire qu'on est près de Mars et qu'on peut enclencher la séquence. Aujourd'hui, on dirait, c'est vraiment de la robotique qui date de l'âge des dinosaures. Mais oui, mais ça a très bien fonctionné. Ça a marché. Les premières techniques de traitement d'images, parce qu'on savait qu'on allait compresser un peu les images, en tout cas elles ne seraient pas très lisibles parce qu'effectivement elles étaient envoyées de loin, il fallait les retraiter derrière. L'occultation radio pour observer les atmosphères, ça c'est Arvidas Klior qui a dit, mais attendez, c'est génial, si on passe vers une atmosphère, moi je peux, par l'atténuation du signal, en passant dans l'ombre radio de la Terre, là, comme ça, je peux, en analysant l'atténuation du signal radio, savoir effectivement jusqu'au moment où le signal radio touche le sol et donc calculer non seulement la composition de l'atmosphère, mais en plus la pression atmosphérique. Donc ça, c'est génial. La détermination de l'âge des surfaces planétaires par les comptages de cratères, parce que déjà on s'était exercé sur la Lune, on se dit sur Mars si on voit des cratères, on va pouvoir compter les cratères et déterminer les âges de surface. Tu veux commenter un truc là-dessus? Vous êtes énormément ton métier aussi. On en reparlera sûrement avec on en parlera tout à l'heure, d'accord. Effectivement, depuis en fait, pour dater une surface planétaire, on compte la taille des cratères d'impact. Plus les cratères d'impact sont gros, plus ils sont bleus. Plus la surface est cratérisée, plus elle est vieille. Voilà. C'est ce qui nous conduit à penser depuis l'année dernière que Pluton est une planète resurfacée relativement jeune, puisqu'il y a très peu, par exemple, de cratères d'impact sur Pluton par rapport à Mercure ou par rapport à la Lune. Alors, évidemment, la première planétologie comparée, puisqu'on avait commencé à tourner autour de la Lune et à faire des vues astronomiques précises, donc on vous dit, on va pouvoir comparer les surfaces. Et puis la dénomination des premiers cratères extralunaires, et là, c'est Audouin Dollfus, qui était à l'époque responsable de la commission à l'UAI pour nommer les premières formations, qui s'y est collé, et on doit toutes les formations qu'il y a sur ce globe à Audouin Dollfus. Juste pour préciser, la planétologie comparée est née en France de l'association d'idées entre Audouin Dollfus et André de Cailleux, un géographe, un astronome, qui se rencontrent par le plus grand des hasards au pic du Midi de Bigorre et qui, en observant la Lune, fondent les bases de la planétologie comparée dans le monde. C'est français. Voilà, exactement. Alors ensuite, on met en application les algorithmes de transfert de Hohmann, c'est-à-dire qu'on dit, c'est génial ce qu'il a fait. Donc globalement, je vous ai rappelé la théorie, on voyage facilement de la Terre à Mars lorsque la position de la Terre au moment du départ est à 180 degrés de Mars à l'arrivée. Vous voyez? C'est la ligne bleue au milieu. Donc on part quand Mars est de l'autre côté du Soleil. Et par l'effet de l'orbite, et du ralentissement de l'orbite en arrivant, parce comme Mars est plus loin du Soleil que la Terre, on ralentit, et on arrive à rattraper Mars. Voilà. Donc c'est pour vous expliquer que on l'a testé avec Mariner 4. Et puis la planification, vous voyez, donc là vous avez en fait, il faut le lire de gauche à droite, vous avez la sonde qui est là. Donc en fait elle rencontre Mars, et en fait, vous voyez, elle rencontre Mars et elle passe en fait sur le côté de Mars. Sur un plan plat, comme ça. Mais en fait elle rencontre bien Mars. Donc c'est la première correction de trajectoire, la technique de survol très précise, une navigation calculée au plus près, et une planification précise des prises de vue. Alors, 15 juillet 65, première vue de Mars. Alors là, je vous ai montré l'interprétation faite par le dessin de ces premières vues. Vous voyez déjà, comme disait Gilles, on voit des cratères. C'est une révolution et en même temps, c'est une grande déception quand même. Il faut se rappeler que encore les derniers scientifiques pensaient que la vie sur Mars, ça pouvait être de la végétation, comme tu l'as signalé, mais rien de plus évolué, entre guillemets, parce que la végétation, c'est déjà très complexe, ça peut l'être. D'un point de vue biologique, là on s'aperçoit que finalement c'est un astre totalement mort, tout aussi déprimant que peut l'être la Lune. Exactement. Très très grande déception. Par contre, un grand succès de l'occultation radio, et à l'époque, on détermine quand même que la pression finalement serait assez faible.
Et si on a 100% de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est en fait le cas, on a une pression qui va de 4,1 à 5,7 millibars. Donc c'est un centième de la pression atmosphérique terrestre. Donc c'est pas grand-chose. Et déjà, ça va avoir des conséquences dans le raisonnement des chercheurs. Et puis en attendant, tout le monde réfléchit sur Voyageur qui est prévu pour 1971. Donc vous voyez, on est en 65, et on vise déjà 1971 le programme Voyageur qui lui va déposer une capsule biologique sur Mars. Alors, il faut savoir qu'en 59, il n'y a pas que le plan décennal qui est publié, il y a aussi le point de départ de la quête de la vie sur Mars. Alors pourquoi Alors, c'est un rébut, c'est Noël, plus Kate Glennan, qui est le premier administrateur de la NASA, plus un martini blanc, Bianco, à consommer avec modération, et Gilbert Levin. Alors, pourquoi ça a démarré? Parce qu'en fait, à Noël 59, il y a eu un pot qui était organisé par Newsweek à Washington, auquel était convié, c'est juste avant Noël, étaient conviés plein de gens. Il se trouve que Gilles Levin, qui était un chercheur déjà très renommé, c'est lui qui avait développé la radiorespirométrie qui permet avec son test, en fait, ça permet de savoir s'il y a dans les burgers ou dans les piscines la moindre molécule qui se balade, enfin le moindre microbe qui se balade. Donc c'était un spécialiste, et lui il disait toujours, moi si un jour je vais sur Mars, je suis sûr que s'il y a de la vie sur Mars, je la trouverai. Même à 1 milliard de trucs, moi je la trouve. Et il se trouve qu'au pot, il a très soif, il veut se servir à boire, et il se trouve qu'il tombe nez à nez avec Kate Glennan, il ne sait pas que c'est l'administrateur de la NASA, qui vient justement d'être nommé, et Kate Glennan lui demande de lui servir un martini blanc, et justement, Gilbert Levin se sert d'un martini blanc, c'est pour ça que pour les gens qui aiment la planète Mars, tout le monde sait que ça a démarré d'un martini blanc. Moi j'en ai à la maison. C'est la bouteille fétiche, c'est le martini blanc, parce qu'on sait que c'est de là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, Gilbert Levin, moi j'ai bien connu, il est toujours vivant, mais il a des grands bras, et il s'est agité avec ses grands bras pour expliquer à Kate Glennan pourquoi il fallait aller vers Mars, et pourquoi il fallait tester les premières expériences biologiques sur Mars. Et Kate Glennan lui a dit, et c'est très bien, moi je viens justement de donner une bourse à un jeune qui s'appelle Wolf Wichniak, allez voir Wolf Wichniak. Et donc Levin est allé voir Wolf Wichniak et ils ont très vite sympathisé, sont devenus d'excellents copains et ils ont développé 2 expériences qu'ils ont livrées en 61 à la NASA. Donc déjà en 1961, vous avez 2 chercheurs qui ont dit concrètement, qui n'étaient pas des biologistes intello, c'était des biologistes qui construisaient des expériences et qui ont dit, voilà, nous, les expériences qu'on emmènerait sur un module qui se pose sur Mars. Donc on parle vraiment d'ingénierie. Donc Wolf Wichniak, qui présente à la NASA son Wolftrap, qui est le précurseur du Light Scattering Experiment, qui ne volera malheureusement pas sur Viking, on va voir pourquoi. Et en 62, Gilbert Levin, l'année d'après, qui présente à la NASA son Gulliver, qui est le précurseur du Labeled Release Experiment. Et ce sont ces 2 chercheurs qui ont fait en sorte qu'il y ait eu des budgets pour Mars. Parce que comme ils ont livré des expériences, qu'ils ont communiqué dessus, ça a permis au Congrès de développer davantage de budget parce qu'il y avait derrière des gens qui étaient capables d'assurer techniquement qu'on pouvait envoyer des expériences sur Mars. Donc c'est à ces 2-là qu'on doit vraiment le début de la conquête de Mars, si on peut dire, parce qu'ils ont convaincu les politiques. Alors, comment combler l'intervalle? Parce que, comme je vous le disais, Voyageur, c'est 71, donc c'est vieux, c'est lointain pour les gens. Alors, comment combler l'intervalle en préparant les missions Voyageur? Alors d'abord, en décembre 63, on se dit, d'accord, on va faire 2 missions vers Mars, qui sera Mariner 66. Puis ils se disent, finalement, il n'y a pas l'argent, on n'est pas prêt, on l'annule. Alors ils se disent, finalement, on va faire un Advanced Mariner, qui est devenu, qu'ils ont appelé après Mariner Mars 69, avec une capsule qui devait descendre à la surface de Mars, mais la capsule n'était pas prête, donc on annule la mission. Et puis finalement, en 65, ils se disent, finalement, ok pour Mariner Mars 69, mais sans capsule, et c'est devenu la mission Mariner 6 et Mariner 7. Alors, en 69, donc, 2 sondes sont passées survoler Mars, mais avec de bien meilleures caméras. Et donc, on a fait, pour les chercheurs à l'époque, le but c'était de toujours discriminer entre les zones claires et les zones obscures de Mars, comme pour Mariner 4, mais surtout, pour Mariner 7, viser la calotte polaire sud, qui était l'objet le plus brillant qu'on voyait dans les télescopes. Gilles, tu effectivement parlais des observations pic du Midi et à Meudon. Et on ne savait pas très bien si c'était de la glace du CO2, de la glace d'eau. Enfin, en tout cas, on voulait savoir un peu qu'est-ce que c'était que cette calotte mystérieuse, qui en plus bougeait au gré des saisons. Donc l'hiver, elle s'étendait, et l'été, elle se réduisait. Là, sur le globe, je vais vous le montrer. Voilà, hop. Là, vous avez la calotte polaire sud à son minimum d'extension. Mais quand elle est au maximum d'extension d'hiver, elle remonte vers le 30e. Pareil, elle remonte à peu près jusque-là. C'est un gros truc quand même. Donc, dans les télescopes, on le voit vraiment grossir.
Donc en 69, Mariner 6, Mariner 7 voient ça de Mars. Et alors évidemment, évidemment moi je vous ai mis en 2001 une image prise par Mars Global Surveyor. Gilles, on ne reconnaît pas le volcan à l'époque. On ne sait pas encore à gauche que c'est 69, on sait maintenant que c'est Olympus Mons. Oui, mais à l'époque on ne savait pas. Mais Nixonoptica, voilà. C'est ça. Alors ils ont imaginé que c'était un cratère quand même, mais ils ne savaient pas très bien quoi. On ne savait pas que c'était Olympus Mons, mais on savait que c'était une montagne. Bon, on savait que c'était une montagne. Voilà. Mais alors, on sait que c'est une montagne puisqu'il arrête les nuages. Il arrête les nuages, voilà. On ne sait pas que c'est un volcan. Mais on ne sait pas que c'est un volcan, voilà. Alors, par contre, ça donne de belles images de la calotte polaire sud. Vous voyez. Donc on a des belles images. Et puis surtout, on a cette espèce d'effondrement de terrain. François, tu m'interromps quand tu veux, hein, tu prends le micro si tu veux. Cette espèce d'effondrement de terrain qui est tellement mystérieux, qu'on appelle un terrain chaotique, et on ne sait pas comment le nommer, que sur cette image, on va dire, on se dit qu'il faut en connaître plus sur Mars. Parce que c'est une découverte, c'est le métro, c'est une découverte qu'on n'a pas mesurée. On ne s'attendait pas à ça. Un effondrement chaotique, pourquoi? Alors on y est allé peut-être de l'eau qui a sapé les profondeurs, qui a coulé. Enfin, ils imaginent plein de choses, tellement de choses qu'ils se disent, il faut qu'on reparte vers Mars. Ça remet en fait en perspective Mariner 4, où finalement il y a une très grande déception. Et là, ça relance l'exploration, l'intérêt pour l'exploration martienne, parce qu'on n'a pas ce genre de formation sur la Lune, par exemple. Donc on voit bien, avec un seul cliché comme ça, que Mars est totalement différent de la Lune. Ce n'était pas le cas pour Mariner 4, du fait de la résolution. Exactement. Alors là, avec Mariner 6, Mariner 7, on a 20% de la surface de Mars qui est couverte à moyenne résolution, et donc déjà on commence à voir qu'il y a des cratères, mais des zones, vous voyez comme ici, à la partie gauche de l'image, on voit qu'il y a des espèces de traînées sinueuses qui s'en vont un peu, et on se demande qu'est-ce que c'est comme formation. En fait, ce sont des chenaux martiens, mais à l'époque on ne sait pas que c'est là où l'eau a coulé, mais on ne sait pas encore. Mais on voit que ça sinue déjà à travers la surface, mais on ne sait pas ce que c'est un mystère. Juste au passage, notez que c'est sûrement, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la science moderne où on a gagné en 50 ans un facteur 1000 sur la précision de nos observations. Aujourd'hui, on roule sur Mars et on a des microscopes à balayage, des instruments extrêmement précis qui rentrent au cœur de la matière. Là, c'était il y a 50 ans, on n'avait que quelques centaines de mètres, voire kilomètres de résolution spatiale pour nos observations. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres sciences qui puissent être comparées en fait, dans cette dimension-là. Exactement. Alors, en 65-69, les premières réponses, c'est que les géologues se disent la planète n'a pas possédé d'océans de la taille de ceux de la Terre pendant très longtemps, s'il y en a eu. Une brève époque humide a peut-être existé sur Mars à ses débuts. Il y a 3 types de terrains. Ils mettent le terrain cratérisé, sans relief apparent, parce qu'il n'y a pas de détails, et chaotique. Et la pression atmosphérique est faible, c'est 6 millibars avec près de 95% de CO2. Alors les biologistes se disent, nous n'avons aucune preuve directe que la vie ait été trouvée, la pénurie de l'eau est le facteur le plus grave limitant l'existence de la vie. Et puis pour les ingénieurs, ça a une conséquence dramatique pour eux, c'est qu'il n'y a pas assez de pression atmosphérique pour se poser avec des parachutes, il faut inventer une séquence de descente qui inclut un bouclier thermique, des parachutes et éventuellement un freinage avec des moteurs rétrofusés. Donc ça complique par rapport à ce qu'on pensait avant. Avant on pensait qu'on pouvait se poser avec un parachute directement sur Mars, maintenant on ne peut plus. Alors, le 16 décembre 1964, miracle, on donne son accord pour voyageurs, non pas intellectuellement pour les études, mais là pour le budgéter. C'est-à-dire qu'on lance un budget voyageur. Et le 22 décembre 1965, OK pour un lancement de 200 voyageurs en 1973. Et en mai 1966, on présente la capsule ABL à la presse, donc c'est Ford qui présente quelle capsule biologique on pourrait envoyer sur Mars, et il la présente à la presse. Mais le problème, c'est que le concept était complètement maintenant vieillot, puisqu'elle se devait se poser avec un parachute, et maintenant elle ne peut plus, puisqu'il faut des moteurs rétrofusés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle intégrait déjà dedans les 2 expériences, celle de Vishniac et celle de Levin. Donc, avec de quoi ramasser du sol, de le prendre, de l'analyser, de le ramener à l'intérieur, de l'analyser. Alors, et puis, entre-temps, Voyageur, c'est un peu mûri. Alors on se dit, il faut qu'on parte des expériences acquises pour bâtir Voyageur. Alors globalement, il faut un orbiteur et un atterrisseur, un lander. Donc l'orbiteur, il va être basé sur l'expérience acquise par Mariner 4, Lunar Orbiter, les sondes qui ont tourné autour de la Lune, et puis un autre laboratoire qu'on pensait en orbite autour de la Terre, et là on était en train de le développer, qui s'appelle l'Orbiting Geophysical Laboratory, et on disait avec ça on va pouvoir faire un orbiteur qui tournera autour de Mars. Et puis on avait 2 expériences pour se poser sur une autre planète, c'était la Lune.
Et donc on avait la sonde Surveyor et on avait le LEM. Et on s'est dit, avec ça, on va complètement dériver un atterrisseur qui se posera sur Mars. Et donc, l'atterrisseur voyageur, c'est la base de l'atterrisseur qui va devenir l'atterrisseur Viking. Mais alors, vous allez voir ce qui va se passer. Le 27 janvier au matin, on dote une direction des programmes pour voyageurs. C'est-à-dire qu'à la NASA, à Washington, on s'est réunis et on dit, on va mettre un tel avec tel budget en face des gens pour doter le programme de voyageurs. Mais l'après-midi, Apollo 1 brûle son tas de tir et tue les 3 astronautes. Et donc, ce qui va se passer le 28 janvier, c'est qu'on va dire, écoutez, voyageurs, c'est plus prioritaire, on doit gagner la course à la Lune. Donc, on va garder les nominations qu'on a gardées pour voyageurs, mais comme ça, et on met tous les moyens, tout ce qu'on a comme moyen pour aller vers la Lune. Et puis, en même temps, il faut savoir qu'en 1967, c'est les grandes émeutes aux États-Unis. Donc, il y a 60 villes américaines qui ont brûlé, mais dont les principales, Cleveland, Newark, Détroit, des gigantesques émeutes. Où la garde civile est obligée de tirer sur la foule. Enfin, 67 est une année noire aux États-Unis, et les congressmen avaient autre chose à faire que quand on leur explique un programme vers Mars. C'était plus vraiment le sujet. Et le Congrès annule 2 grands projets pour libérer de l'argent pour les villes. Apollo Application Program, donc il restera Skylab. Alors Apollo Application Program, c'était le programme d'après s'être posé sur la Lune. C'est qu'on devait construire, avoir des LEM qui devaient durer plus longtemps sur la Lune, qui devaient durer peut-être 2 semaines sur la Lune, des LEM surgonflés, et puis l'ébauche d'une base lunaire. Et en fait, tout ça, ça a été complètement, on va dire, éjecté du programme spatial américain. On n'a gardé que le laboratoire orbital Skylab, et puis on annule Voyageur vers Mars, dans la foulée. Donc, consternation, la mission Voyageur est annulée. Imaginez, c'était l'autre grand programme de l'Amérique. À part le programme lunaire, il y avait l'autre grand programme qui est le programme martien. Et la question, c'est l'Amérique peut-elle repartir pour Mars? Alors, je vous ai mis le quiz, le fameux quiz que certains ont peut-être vu. Quelle est la menace réelle pour le programme d'exploration martien? Alors, je vous pose la question, il y a 3 hypothèses. Est-ce que d'abord, la menace, elle vient des Martiens eux-mêmes? Est-ce qu'elle vient peut-être d'un environnement hostile? C'est la question B. Ou est-ce qu'elle vient des congressmen qui aiment bien réduire les budgets? Quelle est la cause, à votre avis, la plus pertinente pour la perte des programmes vers Mars? C'est le C, bien sûr. Quand on regarde historiquement le nombre de programmes qui ont été fusillés par les congressmen avides d'économie, c'est vraiment la cause première d'annulation de programmes vers Mars. La stratégie gagnante Viking. Alors comment ils vont repartir? Vous allez voir. Alors d'abord, les acteurs comme avant, les chercheurs, les politiques. Donc les chercheurs, sont des gens un peu nouveaux, mais qui se basent sur les enseignements des anciens. Donc vous avez Gerald Sofred, Harold Mazurski, Michael Carr, les géologues, Ronald Grillet, tout ça, on va dire, c'est de la géologie et de la science à haut niveau. Vous avez ensuite Carl Sagan, vous avez Thomas Mutch, Norman Horowitz, Vance Sellerma, Wolf Schnack et Gilbert Levin. Vous avez les 4 noms, c'est les biologistes. Carl Sagan, c'est celui qui fait une synthèse un peu de tout ça, et Thomas Mutch, c'est le patron des caméras de l'atterrisseur Viking. Les politiques, donc vous avez l'administrateur de la NASA, Thomas Paine et James Fletcher, Donald Hurst, qui était le responsable des programmes vers Mars, avec John Noble, et William Pickering, qui est toujours le patron du JPL. Et les ingénieurs, des gens que vous avez peut-être entendu parler, qui sont quand même ceux qui ont réussi à poser la première sonde sur Mars, Jim Martin, Richard Young, Gentry Lee, pour la partie science, Norman Krabbe pour le design de la sonde, Gustav Faro et John Newcomb qui sont pour le management, Paul Simmers et Joel Levin qui étaient pour la partie descente vers Mars, parce qu'il fallait imaginer une séquence de descente, ça s'appelle Entry, Descent, Landing, EDL, et puis Henry Norris et Conway Snyder qui s'occupaient de l'orbiteur lui-même. Alors là, vous avez une réunion, la photo derrière est intéressante, c'est Carl Sagan qui fait une présentation. Et vous avez au fond, vous avez à gauche, celui qui a les lunettes qui est en train d'écrire, c'est Jim Martin. Celui qui a la barbe 2 crans plus loin, c'est Gerald Sofred, qui est le patron de la science. Et puis vous avez tous les chercheurs qui sont autour. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait des revues, parce que ça c'est ce qu'on appelle une revue de Red Team, donc l'équipe rouge. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe rouge? C'est que chacun passe devant, comme un comité de crédit, ou comme un comité de projet, ou comme comité, si vous voulez, vient présenter son truc. Et si vous n'avez pas les bonnes questions, les bonnes réponses aux questions qu'on vous pose, vous représentez la fois suivante. C'est que c'est pas au point, votre truc n'est pas au point. Et c'était redoutable. La présentation devant la Red Team est redoutable. Et on passe tout à la paille de fer. Et toutes les mauvaises questions y sont. Et en fait, donc voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que Viking a marché.
Et si on s'aperçoit qu'un tel a mal communiqué avec l'autre sur un truc et que ça tombe, parce qu'en réunion, tout se sait, ben on dit ça ne se va pas, vous n'êtes pas parlé, c'est complètement idiot, vous auriez dû vous parler. Donc en fait, les gens se parlaient beaucoup parce qu'ils avaient très peur de paraître ridicule, de pas confier les points importants aux gens qui étaient spécialisés dans les domaines. Donc en fait, ce qui s'est passé pour Viking, c'est une espèce d'osmose de gens assez jeunes qui finalement fonctionnaient très bien parce qu'ils se passaient mutuellement les informations. Il n'y avait pas Internet, mais ils arrivaient quand même à s'échanger beaucoup d'informations en temps réel pour que le programme puisse avancer. Et puis il y avait toutes ces revues, une fois par mois, une revue Red Team de l'avancement des projets. Alors, en 68, il y a la Renaissance. Alors, la NASA, il faut imaginer que la NASA est complètement consternée par l'annulation du programme Voyageur, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Toute la communauté scientifique hurle. Tous les labos qui pensaient avoir des contrats ne sont pas contents, parce que l'espace est privé aux États-Unis, c'est des labos qui ont des contrats. Donc vraiment, c'est une consternation totale. Et puis, évidemment, Gilbert Levin, qui est une grande gueule, va hurler auprès des congressmen en disant ça va pas, il faut y aller, etc. Il a fait un lobbying très très fort pour qu'on puisse avoir quelque chose. Alors le Congrès a dit bon, proposez-moi quelque chose de réduit, puis on verra. Donc, la NASA dit ben voilà, en 71, on va tirer 2 sondes économiques vers Mars sans atterrisseur, avec une technologie simple basée sur les marinaires. Et le but, c'est cartographier entièrement la planète pour aider à sélectionner les sites d'atterrissage. Et on appelle ce programme Mariner Mars 71. Et en fait, ça va donner Mariner 8, qui est un échec au lancement, et Mariner 9, qui va être une mission extraordinaire qui va permettre de révéler la planète Mars. Et puis, en 73, il y aura 2 grosses sondes qui seront gérées par l'anglais, donc pas le JPL, avec un gros orbiteur, et plus un atterrisseur qu'on doit développer. Et le but, c'est de se poser en douceur sur Mars, de tenter des expériences biologiques. Bon, vous voyez que déjà, entre Mariner 9 et Viking, la taille déjà des instruments est différente, et qu'on passe d'une petite sonde à une grosse sonde. Pourquoi l'anglais et pas le JPL? C'est que l'anglais, oui. Qu'est-ce qui se passe le 29 janvier 68? Le 29 janvier 68, c'est la présentation au Congrès de la NASA, très bonne question, c'est la décision de présenter au Congrès un programme alternatif. Voilà, effectivement. Ils n'ont pas perdu de temps. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pourquoi l'anglais? C'est parce que l'anglais était spécialiste des têtes de rentrée atmosphérique de missiles ICBM, donc des missiles avec les têtes nucléaires, était un spécialiste des cônes de rentrée de têtes nucléaires dans l'atmosphère. Et à l'époque, à la NASA, ils se sont dit, il faut des spécialistes de rentrée en atmosphère. Donc on va confier à l'anglais la partie de descente pour Viking. Et ça a été un très bon choix, parce qu'ils avaient les ingénieurs capables de le faire. Alors arrive en 71 la mission Mariner 9. Là, on la voit survoler le gros satellite Phobos. Alors malheureusement, en 71, une énorme tempête à l'arrivée qui avait été prévue par les astronomes, justement. Voilà. Donc les astronomes avaient fait leur travail, ils avaient dit, c'est une très mauvaise période, on risque d'avoir une tempête. Et puis JPL avait vaguement entendu un vague bruit d'astronomes, une énième lubie, qu'il y aurait peut-être une tempête. Et bien patatras, la tempête est arrivée. Et elle a complètement enveloppé la planète, et elle a pourri les missions des Russes, qui eux n'avaient pas un timing très serré. Les Russes n'ont pas vu grand-chose autour de la planète, mais par contre, Mariner 9, lui, a eu le temps de se mettre en orbite, et le temps que la tempête diminue, soudain, on a découvert un canyon, des grands volcans, enfin, c'est la révélation complète. Hein. Voilà. Et puis, on assemble minutieusement toutes les images, et on révèle enfin la surface de la planète Mars, avec une première carte. Donc là, Gilles, c'est ça, ce que tu disais, ce sont des volcans, enfin un canyon. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des traces, comme si de l'eau avait coulé, on voit des rivières. Voilà. Des chevaux, des voilà. canons. Voilà. Et puis 2 belles calottes polaires aussi, quand même. Et de belles calottes C'est polaires. pas souvent dans le système solaire on savait qu'il y avait des calottes polaires depuis très longtemps, grâce aux astronomes, mais c'est évidemment très peu fréquent dans le système solaire d'observer des calottes polaires permanentes. Alors c'est une planète fascinante, et puis en plus on a les premières images des 2 lunes de Mars, Phobos et Deimos. Et puis alors, le pôle sud, justement, voilà, donc, comme Gilles en parlait, on a des structures fascinantes. Alors Mariner 9 voit, vous voyez, des espèces de structures bizarres qu'on n'arrive pas à expliquer, un peu en dentelle, qu'on a appelé après le Swiss cheese, mais qu'on a bien observé par Mariner 9, curieusement, et qu'on a mal vu avec Viking, parce qu'avec Viking, on avait une orbite qui s'éloignait beaucoup du pôle sud à l'époque, qui rapprochait beaucoup du pôle nord et qui s'éloignait du pôle sud. Par contre, Mariner 9, elle avait une orbite inverse, puisqu'on privilégiait le pôle sud. On a, avec la caméra de Mariner 9, des bonnes images intéressantes, justement, de ces fameuses. Alors, vous avez la fameuse formation qu'on appelle l'hippocampe, que vous avez
prise par Mariner 9 et ensuite par Mars Global Surveyor avec un agrandissement. Voilà. L'époque pour le Dragon. Voilà. Aussi, on dresse une première carte topographique de la planète Mars. On s'aperçoit qu'il y a peut-être des différences énormes, peut-être un volcan qui a 27 km de haut d'un côté, et on plonge au cœur d'un bassin qui s'appelle Hellas à moins 3, moins 4 km. À l'époque, on n'a pas une vision parfaite des altitudes, mais enfin, on se dit qu'il y a quand même une planète avec un relief extraordinairement prononcé. Donc une moisson spectaculaire, hein, près de 7500 images prises par la caméra, des premières données topographiques. On a vu, comme on a eu le temps de mesurer des mouvements dans les zones poussiéreuses, on a pu mesurer la structure de l'atmosphère grâce aux occultations. On a un spécialiste avec François qui s'est envie de faire un peu d'histoire, tu peux nous en parler, hein, je n'hésite pas à me couper. On a pu avoir la composition de l'atmosphère grâce à un spectromètre ultraviolet. On a pu avoir des premiers schémas de circulation atmosphérique, des relevés de température de surface, et puis les premières vues de satellites pour vous aider des mots. Le bilan, c'est un monde presque terrestre tourmenté et agité. Alors ensuite, en 1976, on va démarrer la recherche de vie sur Mars qui est Viking. Alors, les orbiteurs, la volonté, c'était surtout cartographier les sites d'atterrissage et trouver des environnements favorables à la vie et comprendre l'atmosphère de Mars pour qu'on puisse bien plus tard la retraverser encore plus tard. Et le doute des ingénieurs, le grand doute des ingénieurs, il faut savoir, c'est un étage de croisière suffit pour acheminer la capsule, on n'a pas besoin de l'orbiteur. Et une trajectoire d'entrée directe serait parfaite. Et en fait, il faut savoir que la question de l'orbiteur qui tournait autour de Mars a été longtemps un sujet à la NASA. Est-ce qu'on a besoin ou pas d'un orbiteur? Parce qu'on peut envoyer directement l'atterrisseur se poser sur Mars dans une capsule de descente, et voilà. Bon. Et finalement, les chercheurs ont eu gain de cause sur l'orbiteur en disant c'est que 15% du budget de la mission, c'est bête. Mettons que l'atterrisseur se crache, en particulier les politiques ont été sensibles à un argument. Si on se crache sur Mars, au moins on aura des belles images prises d'orbite. Voilà. Alors, c'était une révolution de nos connaissances de Mars. Globalement, on a eu des cartographies complètes de la planète. On a pu avoir des débuts de circulation atmosphérique intéressants. On a pu voir des systèmes nuageux, etc. On a pu voir des tempêtes de poussière. Et puis on a fait ces très belles images, voilà, que vous avez, que je vous livre ici. Ça, c'est des images vikings, des mosaïques d'images vikings. Voilà, les volcans Lapus Mons. Là, vous avez avant, c'était le plateau de Tharsis avec les grands volcans de Mars. Voilà. Le volcan Lapus Mons. Et c'est des données qui sont toujours utilisées, puisque le 16 mai 2014, l'équivalent d'IGN américaine, l'USGS, a publié enfin une mosaïque complète de Mars à partir des images vikings, où chaque point, chaque pixel est contrôlé en latitude et en longitude. En longitude et en latitude. Donc c'est une carte de base. Vous voyez, elle arrive longtemps après la mission, hein, mais elle est contrôlée complètement et elle permet de positionner des images plus tard très précisément pour les missions futures. Voilà, donc on est arrivé par stéophotogrammétrie, simplement en comparant des clichés pris au même endroit sous des angles légèrement différents, on en déduit un relief. Et là, c'est le relief du Grand Canyon de Mars Vallis Marineris, le centre du Grand Canyon. Alors, et puis il y a ces fameuses images très étranges. Alors, il faut savoir qu'à la fin de la mission Viking, Conway Snyder s'est dit, tant qu'à maintenant on a cartographié Mars, qu'est-ce que je peux faire avec? Je vais essayer de me rapprocher le maximum de la surface et faire des images à la plus haute résolution possible. Donc on a eu des images jusqu'à 7 mètres par pixel, assez détaillées de la surface, et puis des images en moyenne de 20 mètres par pixel, plus rapprochées, et on a vu ces étranges, vous voyez, cratères aux formes déformées, comme si y avait de la glace, des terrains gelés dessous, qui bougeaient, qui déformaient. Et une des premières questions qu'on s'est posées en 79 et en 80, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas de l'eau, même aux équateurs de Mars? Mais ça semblait tellement incroyable, comme hypothèse, qu'il n'y a que quelques papiers qui disent mais ce serait peut-être possible que, mais ça semble complètement loufoque de se dire qu'il y a peut-être des glaciers à l'équateur sur Mars. Mais des gens se posent la question, même à l'équateur. Et puis bien sûr des très belles vues des satellites Phobos et Deimos. Alors après, mais où se poser sur Mars? Alors déjà en 70 on réfléchit. On se réfléchit en 70, on avait que les données Mariner 6, Mariner 7. Alors évidemment, c'était pas grand-chose. On imagine des ellipses d'atterrissage, vous voyez. Bon. En 72, on a déjà les données Mariner 9. Donc on se dit, il faut se poser sur des endroits qui seront peut-être plus favorables à la vie. Mais quand on regarde la topographie des lieux, on se dit, se poser, vous voyez, complètement sur la gauche, près des volcans, c'est pas intéressant et c'est d'une altitude élevée. Donc il faut viser les endroits les plus bas, là où l'atmosphère a plus de pression et là où l'eau peut peut-être demeurer encore un peu liquide. Voilà. Ensuite, on affine en 73. Vous voyez, déjà, on donne le site A1, B2, etc.
Donc c'est des sites qu'on nomme comme quasiment prioritaires pour se poser sur Mars. En mars 76, on se dote des mêmes sites avec des sites complémentaires, et vous voyez, il y a un site C1 à l'équateur, un site C2. Alors C2, c'est là où s'est posé Opportunity. On s'est posé à 40 km du point qui était prévu, qui aurait pu être prévu pour un Viking, si on avait voulu. Et puis, on passe en orbite autour de Mars et on s'aperçoit que l'ellipse où on veut se poser, donc à l'ouverture, à la fin nationale qui s'appelle Aris-Vallis, ben, c'est très dangereux. Parce que vous voyez, regardez sur les images, on s'aperçoit qu'il y a un relief qui semble complètement chaotique. Et on se dit, à l'époque, les géologues de l'époque se disent, mais enfin, il doit y avoir plein de gros cailloux, plein de grosses pierres, c'est vraiment dangereux de poser un atterrisseur à cet endroit-là. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on décide à la dernière minute, on déplace le site vers l'ouest de 850 km. Un endroit qui a l'air, lui, à l'imagerie, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est-à-dire qu'il y a des cratères, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de poussière. Et puis, une fois posé, ben, on va essayer de deviner où on s'est posé. Parce qu'il faut vous imaginer qu'on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Hein. On n'avait pas de l'imagerie à haute résolution pour repérer il fallait repérer d'après ce qu'on voyait autour de soi quand on se posait à l'atterrissage. Et essayer sur une carte de se repositionner. Et puis, ben, vous voyez, donc on a fini par le retrouver grâce aux images de Mars Reconnaissance Orbiter. Et là, vous avez l'atterrisseur Viking. Voilà. Vous l'avez donc en maquette ici. On voit ces 3 pieds d'atterrissage. Hein. On voit le pied qui est là contre Gilles et François, et le pied qui est ici, qui est le pied devant vous. Voilà. On voit même les pieds d'atterrissage. Par contre, pour Viking 2, il fallait recommencer la sélection, parce qu'on s'était dit, on avait tout faux pour Viking 1, donc ils ont en 2 mois réimaginé un site pour Viking 2. Et là, ils ont décidé de se poser plus près du pôle Nord. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, là, on a peut-être plus d'humidité, ça sera peut-être plus un milieu plus favorable à la vie. Voilà. Et donc, on calcule les ellipses de probabilité. L'étoile jaune monte là où on s'est vraiment posé. Et donc, on ne s'est pas posé très loin de ce qu'on avait pensé finalement. Et puis, pareil, on a sur les images de Mars Reconnaissance Orbiter repéré l'endroit. Alors, regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit comme des espèces de trucs un peu géométriques. Je ne sais pas si vous voyez. Vous devinez un peu, non? Peut-être pas. Il y a comme des espèces de cercles, des choses, un peu des choses géométriques. En fait, c'est un sous-sol d'objets de glace. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Alors, les atterrisseurs eux-mêmes, c'est un défi pour les ingénieurs. Alors, il y a des contraintes. D'abord, on va se poser, on ne sait pas comment. Enfin, on sait comment, mais on ne sait pas, on ne s'est jamais posé sur Mars. Donc, il faut développer une séquence d'atterrissage. Il faut effectuer quand même des mesures précises dans l'atmosphère. Il faut avoir une autonomie. Il faut fonctionner dans un environnement hostile, qui est glacial. Il faut avoir des images en relief de la surface, c'est quand même le but de la mission. Analyser la surface et mesurer son environnement. Et puis, tenter des expériences biologiques. Et donc, pour tout ça, eh bien, on développe un atterrisseur qui, au début, va évoluer de 68 en 74. Alors d'abord, c'est un LEM qui est sans pilote, un survoleur martien, en passant par une plateforme scientifique, et ça devient enfin un atterrisseur Viking. Alors, c'est un design qui est très fonctionnel. C'est pas une très belle sonde, mais en fait, elle est faite pour ce qu'elle doit faire. Elle est équipée de générateurs nucléaires pour fournir de l'électricité par tout temps et sans dépendre du soleil, à cause des tempêtes de poussière. Et globalement, vous voyez qu'elle a des moteurs, les moteurs rétrofusés, vous voyez, c'est pas des grosses tuyères, c'est des petites tuyères pour disperser le flux à l'atterrissage, pour que ça n'impacte pas trop la surface et qu'on puisse tenter de récupérer du sol pour faire des expériences biologiques. Donc l'assemblage est quand même complexe, parce que c'est déjà de l'espace complexe. Même selon nos critères d'aujourd'hui, c'est une sonde complexe à assembler, même selon nos propres critères d'aujourd'hui. On teste les instruments dans tous les sens, on met la sonde dans son cocon, et voilà. Alors, la nouvelle approche, comment on descend sur Mars? On fait un freinage par bouclier thermique, comme pour une capsule Apollo qui rentre sur la Terre. On ouvre un parachute, comme pour une capsule Apollo, mais on finit par larguer le bouclier thermique et on termine avec des moteurs rétrofusés comme à LEM. Et on a testé tout ça, retesté, surtesté, retesté encore plusieurs fois. Et en fait, l'inquiétude, est-ce que ça va marcher? Alors là, vous avez la fameuse photo où Jim Martin, raccroche au nez du président Ford, quand même, et il lui dit, j'ai pas le temps de lui parler maintenant, rappelez-moi en 2 heures. Alors les gens ont trouvé ça très mal élevé, mais enfin lui, il était sous la pression, est-ce qu'on va vraiment se poser sur Mars? C'était 2 heures avant l'atterrissage. Donc c'est un véritable tour de force pour les fameuses 10 minutes de terreur qu'on a vécu avec Gilles, qu'on a vécu avec François quand on a fait des shows. Donc c'est vraiment la même chose, c'est qu'on freine par bouclier thermique, on ouvre le parachute, on décroche du parachute, on allume le moteur, et atterrissage sur Mars, c'est un véritable exploit d'ingénieur, avec une EDL, c'est-à-dire un Entry Descent Landing, conforme aux prévisions. Donc regardez, vous avez, oui je vais répondre à la question, regardez, on voit l'hypothèse minimale, l'hypothèse maximale, et on est vraiment centré en jaune, oui. À cause de la faible pression atmosphérique, vous avez
Pas jusqu'au bout. Donc c'était pour freiner. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ouvre le parachute, on descend quand même très vite. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on largue du parachute, on fait ce qu'on appelle une chute contrôlée. C'est-à-dire qu'on continue à chuter, mais alors là, sans rien. Et on fait, à la fin, on allume très fortement les moteurs pour donner, sur les 30 derniers mètres, vraiment un gros freinage final. Et on fait ce qu'on appelle une chute contrôlée. Le parachute, c'est ça. C'est une chute, ça permet d'atténuer beaucoup, et ça permet d'éviter de contrôler la trajectoire. Voilà, exactement. Et puis ensuite, une fois qu'on est largué, vraiment, on est en chute contrôlée. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'atterrisseur ne bascule pas sur lui-même et qu'il ne tourne pas sur lui-même parce qu'on veut qu'il atterrisse avec un azimut. Donc vraiment, avec une plateforme à inertie, on le fait descendre et on freine un freinage très brutal, très fort, les 30 derniers mètres. Alors regardez la courbe jaune, c'est extraordinaire, conforme aux prévisions. Alors, mission de success, le 20 juillet à 5h12 minutes 7 secondes, Pacific Time. Les premières images, donc là je vous les ai colorisées à partir de données réelles, parce qu'on les avait en noir et blanc, mais à l'époque, moi je vous ai rajouté dessus les couleurs prises plus tard par la sonde, que j'ai superposées au signal noir et blanc. Ça vous donne une idée de ce qu'on a vu. Donc la première image était une image du pied de l'atterrissage, et le premier panorama martien. Et c'est un événement mondial. Il faut savoir que ces images ont fait le tour du monde. La presse en a parlé dans tous les sens. C'était dantesque. Pour la première fois, on devinait la surface de Mars. Donc, voir la surface de Mars, un bon brun jaune, vous voyez, un ciel couleur saumon, voilà. Des levées, des couchers de soleil bleu. François, tu peux peut-être expliquer pourquoi, parce qu'on n'en reparlera pas, mais toi, tu vas peut-être nous dire pourquoi les couchers de soleil sont bleus sur Mars. Les photons du soleil sont absorbés essentiellement les photons bleus sont surtout absorbés, ce qui fait que quand on regarde le soleil en général, les photons bleus sont absorbés, les photons rouges sont réfléchis par la poussière, donc on voit le ciel rouge en général. Et lorsqu'on regarde le soleil directement, on se rend compte que autant les photons rouges sont diffusés, autant les photons bleus sont absorbés, ce qui fait que le soleil lui-même reste blanc. Alors que sur Terre, vous savez tous, il devient rouge parce qu'il n'y a plus que le rouge qui reste. Sauf que quelques photons bleus sont diffusés, sont déviés par la poussière, et quand ils sont déviés par la poussière, ils sont diffusés vers l'avant. Et ça veut dire que, pour résumer, alors c'est pas simple à expliquer, quand on fait les calculs, ça marche. Le soleil reste blanc, il y a un halo bleu autour, et puis le reste du ciel est orange. C'est la raison de la Terre. Alors, deux sites très différents. Viking 1, finalement un site moyen représentatif de Mars, et Viking 2, très rocailleux, et au sous-sol gorgé de glace, on le sait maintenant, mais à l'époque on ne le savait pas. En fait, si on avait creusé 20 cm de plus, on serait tombé sur de la glace. Mais même on ne s'en serait peut-être pas douté, parce qu'on aurait tombé sur un truc extrêmement dur, qu'on aurait peut-être pris pour un sous-sol rocheux. C'est très compliqué une glace dure, vieille, c'est compliqué de discerner entre une glace très dure, très vieille, d'un sous-sol rocheux. Parce que visuellement, c'est une couleur brune aussi, c'est compliqué. Il faut vraiment arriver à l'arracher et en analyser des morceaux. Et même Phoenix, en 2008, il n'est pas arrivé. Il a essayé de gratter tout ce qu'il pouvait, il n'a pas réussi. Alors on a surveillé les mouvements de la surface, vous avez un comparatif entre des vues prises à 1 an martien d'écart, d'intervalle, des relevés météorologiques assez précis. Donc on a tenu pour Viking 1 6 ans et demi à la surface de Mars quand même. La détection de phénomènes saisonniers, donc vous avez le site pour Viking 2 qui était très au nord, l'été et l'hiver il se recouvre de gelée blanche, de la gelée blanche d'eau, vraiment, du givre. Des tempêtes de poussière, alors vous avez, là il fait jour, et là, comme tempête de poussière, vous avez vraiment la luminosité, on ne voit plus rien. Pour une tempête de poussière. C'est vraiment comme ça, on ne voit plus rien du tout. Et puis, on a fait des monitorings de changement atmosphérique pendant longtemps. Vous avez là 1 an et demi martien, par petite tranche, toutes les semaines, on envoie une petite image. Et puis, on a analysé la surface et recherché les traces de vie. Alors, globalement, plein d'images prises par les atterrisseurs, on a des analyses de l'atmosphère, 3 millions de relevés météo, 118 manœuvres du bras, mais des résultats biologiques incertains. Alors, alors les expériences biologiques, c'est un peu une mise en scène de TRW qui fabriquaient physiquement des expériences voulues par les chercheurs. C'est un minuscule volume, 40 000 pièces dans un minuscule volume, pesant 15 kilos et 262 millions de dollars de 2016. Oui. Donc ça coûte 262 millions de dollars. Ouais. Et puis 4 chercheurs, donc Van Soyama, qui lui était persuadé qu'on allait trouver la vie
Lui, c'est très simple, il se disait, les bactéries doivent être en hibernation, il suffit de les faire tremper dans une soupe nutritive et elles vont se réveiller. Patatras, ça n'a pas fonctionné son truc. Norman Horowitz, lui, disait, il n'y a pas de vie sur Mars, il partait du principe qu'il n'y en avait pas, éventuellement j'en détecterai peut-être si elle a pu exister. Lui, ça donne un résultat mitigé son expérience. Parce que lui, il considérait qu'il mettait aussi de liquide nutritif, mais en atmosphère martienne d'origine, pour voir un peu ce qui se passait, et ça donnait des résultats incertains. Volvichniak, lui, on a décidé à la dernière minute, 2 ans avant, qu'on ne faisait pas partir son expérience, parce qu'elle était dans un milieu, elle ne travaillait pas comme les autres avec du liquide nutritif. Donc au revoir, et ça c'est sa grande déception. Et c'était la grande déception de Gilbert Levin, qui lui disait, toujours très optimiste, moi s'il y a de la vie sur Mars, j'en trouverai. Voilà, donc s'il y a de la vie, vraiment je vais la trouver. Et son expérience a fonctionné, il l'a trouvée. Aux critères de vol de son expérience, il a trouvé la vie sur Mars. Vraiment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde essaye d'expliquer pourquoi il a trouvé la vie, que c'est probablement un phénomène chimique. Mais en tout cas, aux critères établis par la NASA d'origine, il l'a trouvé. Alors voilà, la fameuse courbe historique, signée par Van Soyama, etc., par tout le monde, c'est le début de la réaction quand il met du liquide nutritif. Ça régit très vite, c'est-à-dire que les bactéries absorbent et mangent la nourriture. Et vous voyez, donc voilà, on voit la radioactivité qui monte, et quand on fait une deuxième injection, ça baisse un peu, mais ça continue, les bactéries ont l'air de se nourrir. Et puis quand on chauffe le tout à 160 degrés, ça devient complètement plat, vous voyez en jaune, il n'y a plus rien. Donc lui, il dit, j'ai trouvé la vie. Et on part sur 40 ans de polémique qui continue encore aujourd'hui. Je vous ai mis au milieu là, est-ce que Curiosity, donc qui est le dernier rover qu'on a sur Mars, pourrait déterminer si Viking a trouvé la vie sur Mars? Donc c'est le sujet toujours qui agite les gens. On n'a pas encore la réponse, il faut qu'on retente des expériences, voilà. Alors en 1974, il faut savoir qu'il y a eu un grand mouvement parmi les chercheurs. Parce que là, vous voyez Viking, la vie. Mais les autres chercheurs disaient, oui, mais on a tourné autour d'une planète, mais c'est bien gentil, mais on ne connaît rien d'autre. On fait que de la vie, on parle que de biologie et le reste. Donc en 1974, la NASA réunit un bureau de l'Académie nationale des sciences et décide que les priorités absolument pour connaître Mars. Vous allez voir que ça a des implications aujourd'hui. Donc c'est Viking en creux. Là vous avez vu Viking en plein, maintenant on va voir Viking en creux. C'est comme Viking fait ça et qu'on n'a pas fait autre chose, la NASA dit on va complémenter Viking. Donc on se positionne toujours par rapport à Viking mais en creux. Donc déjà un orbiteur d'aéronomie. L'objectif c'est d'étudier les propriétés physiques de la haute atmosphère de Mars et pour comprendre à quel rythme Mars perd son eau par l'action du Soleil. Et ça devient la mission MAVEN, qui malheureusement n'est que depuis 2014. Vous voyez qu'on y pensait depuis 1974 quand même. Bon. Un orbiteur polaire géochimique, qu'on appelle Mariner Polar Orbiter, pour une moisson de données globale. Le but c'est rechercher là où il y a eu les environnements favorables à la vie, avec une dynamique complète de l'atmosphère, et puis aussi l'étude des climats, etc. Et on décide qu'il y a un instrument prioritaire qui doit voler, qui est un radiomètre infrarouge, qui s'appelle le PMIRR, le Pressure Modulator Infrared Radiometer, qui va finalement voler sur Mars Observer, qui a eu un échec, et qu'on va malheureusement pas pouvoir repartir sur Mars Global Surveyor, mais qui Mars Global Surveyor va devenir la mission de fameux Mariner Polar Orbiter, va être finalement Mars Global Surveyor, qui lui va avoir beaucoup de succès. On va tenter un deuxième renvoi de ce fameux PMIRR sur Mars Climate Orbiter, qui va connaître un échec en arrivant sur Mars. Et un troisième renvoi du PMR, mais perfectionné, sur Mars Climate Sonder, sur la mission Mars Reconnaissance Orbiter, qui est arrivée en 2006. Donc vous voyez, il faut de la constance dans les idées, et c'est pas François qui va me contredire. Quand vous avez un très bon patron dans les sciences, il vous infuse de bonnes idées, et vous êtes son étudiant, vous continuez sur les idées en les améliorant encore, parce que vous êtes jeune, vous avez encore d'autres idées davantage. Mais en fait, tout ça, c'est un long cheminement. Vous voyez qu'il y a des idées de 1974 qui n'arrivent qu'en 2006 ou même qu'en 2014. Et puis, un vaste réseau de stations sismiques et météo sur toute la planète. Donc, c'est devenu Mars Environmental Survey Mesure, qui est devenu Mars Pathfinder. Et puis, GEMS, pour la partie sismique, qui n'a pas été sélectionné, qui est devenu InSight, qui sera tiré en 2018. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une constance quand même complète dans les recherches. Et tout ça, c'est le programme écrit noir sur blanc avec les objectifs scientifiques en 1974. Donc, quand même, on se dit... Moi, quand je vois ça, je me dis, plus assez respectueux, parce que je dis, ils avaient pas beaucoup de données déjà imaginées à la suite d'un programme martien et qu'on vit encore aujourd'hui. En 1978, on fait des réflexions à la lumière de ce qu'a Viking a fait sur Mars.
Donc on complète la stratégie en se disant, il faut que des petites stations météo aient un degré 100 fois de sensibilité de ce qu'on va faire les Vikings à la surface de Mars. On envoie toujours ce fameux PIMRR autour de Mars. Et il faut étudier des solutions techniques, donc on en parle en 1978, pour ramasser des échantillons et pour envoyer des gros rovers. Donc vous avez le rover déjà qu'on définit en 1978. Regardez, il ressemble déjà dans son architecture au rover d'aujourd'hui, avec un premier programme qui s'appelle Viking 1979 et Viking 1984. Alors, il faut savoir que la fin de la mission Viking était un petit peu triste parce qu'il n'y avait plus personne s'y intéressait sur Mars à l'époque, on n'avait pas trouvé de vie, donc il fallait trouver des budgets. Il y avait de grosses restrictions d'équipe et de grosses restrictions budgétaires. Par contre, on produisait des images extraordinaires pour la NASA et pour le grand public. Il y avait même une exposition au National Air and Space Museum à Washington qui a eu beaucoup de succès, avec l'image de la semaine envoyée directement depuis Mars. Et puis ça gambergeait sur renvoyer un atterrisseur qu'on avait de réserve avec des chenilles qui pouvaient bouger à la surface de Mars et tenter de compléter des expériences, mais en bougeant, ce qu'on appelle le Viking Mobile Lander. Et puis, même très audacieux, parce qu'on pensait même faire, vous voyez, dans la partie gauche, faire atterrir un atterrisseur Viking, mais comportant un mini-rover qui, lui, pouvait parcourir 1 kilomètre. Et puis, il y a la mission Viking 1984, dont je vais vous parler, qui n'a malheureusement pas abouti, mais qui est la mission qui a permis les gros rovers d'aujourd'hui. Alors, c'est l'architecture révolutionnaire pour s'autopiloter. Donc, on a commencé à développer pour Viking 84, à réfléchir sur comment un gros rover peut s'autopiloter, puisque avec l'intervalle de temps qu'il faut entre Mars et la Terre, il est obligé de prendre lui-même des décisions, donc il ne peut pas tomber tout seul dans un trou, donc il faut qu'il fasse son autopilotage. 3 expériences biologiques qu'il faut retenter, et 2 expériences supplémentaires qu'on a appelées un diffractomètre à rayon X, et finalement, pour mesurer des abondances de minéraux sur Mars, et celui-là, il vole actuellement il s'appelle Kemin, il vole sur Curiosity, le gros rover d'aujourd'hui, et puis un spectromètre alpha proton et rayon X, et celui-là, il a volé sur la mission Mars Pathfinder. Alors, en 1990, on a remis à jour encore les options pour les rovers, et vous avez les évolutions des rovers depuis 1990. Donc, regardez le rover de 1990, on dirait le clone déjà de Curiosity de 2012. C'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'on pense déjà, parce qu'on a commencé déjà beaucoup à évoluer dans les concepts des rovers. Et puis en 92, mais qu'est-ce qui se passe? On s'agite beaucoup de JPL. Quelques anciens Vikings sont rappelés à rempiler. Mystère, va-t-on revenir vers Mars? Alors, Viking, enfin achevé par une révolution mentale Mars Pathfinder. Alors, on fête les 20 ans, vous savez, peut-être pas, on fête les 20 ans du tir de Mars Pathfinder, qui a été tiré en 1987. Mars Pathfinder, c'est le grand tournant du JPL dans les missions martiennes. Il y a eu un avant après Viking, il y a un avant et après Mars Pathfinder. Alors, les chercheurs, on va retrouver, en fait, curieusement, des anciens Vikings qui vont driver des jeunes ingénieurs. Donc, je ne vais pas vous lister tous les chercheurs et les machins, mais globalement, en ingénieurs, vous avez la moitié qui sont des roboticiens, déjà. Donc, on est passé d'ingénieurs qui faisaient de la descente vers Mars ou qui faisaient de la grosse ingénierie spatiale vers la moitié d'ingénieurs qui maintenant est dédiée à de la robotique pour faire rouler quelque chose sur Mars. Et puis, il y a toujours des politiques, bien sûr. Et puis, il y a l'arrivée de l'Internet et le Mars Outreach. Alors, les Mars Pathfinder est né de trois équipes travaillant sur 3 projets, ce qu'on appelle les 3 bonnes fées. Donc, c'est la mise en place d'une procédure pour envoyer des sondes planétaires pas chères qui s'appelle le programme Discovery. La deuxième bonne fée, c'est le développement du projet Mars Environmental Survey, qui est devenu Mesure, qu'on a dérivé pour faire Mars Pathfinder. Et puis l'invention de la robotique martienne et le perfectionnement des rovers. Et puis la sorcière, mais bien aimée, qui sont les anciens Vikings dont je faisais partie, qui disait, avec Matt Colombeck, on a loupé un site extraordinaire en 1976, ça serait quand même bien d'y retourner. D'autant plus que les meilleures images qu'on a de Mars, c'est justement cet endroit-là. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justifier ce site? Alors, mais il faut quand même faire travailler sur d'autres sites. Alors, on a demandé à des chercheurs de gamberger sur d'autres sites possibles, mais on savait que les meilleures images, la meilleure résolution possible, le site qu'on connaissait le mieux, c'était celui-là, le site Viking. Et donc, vous voyez qu'on a calé une orbite, une ellipse d'atterrissage quasiment sur l'ellipse Viking. La seule différence, c'est qu'elle est adaptée à une rentrée directe dans l'atmosphère, dans ce que discutaient Gilles et François. C'est que là, on va se poser en direct sur Mars et on ne va pas être largué d'un orbiteur, on va être largué à partir de rien du tout, c'est qu'on arrive depuis la Terre directement vers Mars.
Alors, comment se poser sur terrain chaotique? Alors, le site, on sait que le site d'Ares Vallis va ressembler à peu près à ça. Alors ça, c'est pris... tu peux en parler, parce que tu es peut-être allé sur place. C'est pris aux États-Unis, dans un endroit où ça s'appelle les Missoula Floods, qui est un endroit où l'eau a déboulé sur 500 mètres de haut et a complètement dévasté un paysage, laissant des gros cailloux accumulés les uns sur les autres. Alors on voit d'ailleurs sur l'image, on voit des gens, la dame qui est à gauche, c'est Donna Shirley, c'est la patronne des rovers. Vous avez Tom Rivellini qui tient un fil avec un mini rover, qui est celui qui prépare les atterrissages sur Mars, c'est lui qui va développer les airbags. Avec la barbe qui discute dans le fond, c'est Rob, voilà. Rob Annie. Alors, il se trouve que le but c'était de faire une sonde pas chère. Une sonde pas chère, c'est-à-dire vraiment le plus râpé possible. Et pour ça, on va faire des impasses technologiques. C'est-à-dire qu'on a décidé que pour faire qu'elle soit pas chère, on va prendre 90% de ce qu'a fait Viking, qui est déjà testé, et on va inventer simplement la partie finale de l'atterrissage. Et à l'époque, quand on fait une compétition sur les sondes pas chères, en fait, il y a 2 missions en compétition. C'est une mission de l'université Johns Hopkins qui propose en fait le Near Earth Asteroid Rendezvous, qui s'appelle NEAR, et il propose d'aller survoler l'astéroïde Anteros en 1987, en 2001. Et puis, il y a le JPL élu qui est à la traîne sur les missions nouvelles, qui est à la traîne parce qu'il ne sait pas faire des sondes pas chères et bon marché, ce que sait faire par contre le JHUAPL. Le JHUAPL, pour la petite histoire, c'est l'organisme qui a envoyé la sonde vers Pluton l'année dernière. Donc ils sont une petite équipe très ramassée, capable de faire des missions pas chères du tout. Et ils ont une grande expérience spatiale. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe à la NASA? C'est que le JPL loupe sa première présentation complètement. Il propose un truc qui est inacceptable. En fait, il propose une des sondes doit coûter 150 millions, mais ça veut dire 3 sondes à 150 millions, qui est le cap, donc 500 millions de dollars, on peut pas. Une deuxième proposition, alors là, vient du JPL, mais avec Tony Spear. Alors Tony Spear, Tony Spear, c'est quelqu'un, c'est un ingénieur brillantissime qui déjà parcourait le monde entier pour aller tester des composants. Il ramenait des composants du commerce et les testait en conditions spatiales pour savoir qu'est-ce qui se passait et est-ce qu'elles étaient capables, est-ce qu'on pouvait les durcir au vol spatial. Et ça permettait de diminuer le coût d'émission. Et ce qui va se passer, c'est qu'il fait une présentation très très brillante. Et à la fin, il y a un choix crucial à faire. Qu'est-ce que fait la NASA? Elle dit, soit je prends la proposition du JPL, mais c'est vrai que ça semble un peu de briques et de broc, soit j'assure et je prends la proposition du Johns Hopkins. Et en fait, la première proposition Discovery gagne finalement, c'est la sonde NEAR qui partira donc vers l'astéroïde Eros. Mais ce qui se passe, c'est que, entre-temps, la NASA a confié au JPL l'exécution de la mission mesure vers Mars. C'est-à-dire, on pose plusieurs petits atterrisseurs sur Mars. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, en même temps, Dan Goldin, nouvel administrateur de la NASA, arrive et lui, il a un mantra qui est moins cher, mieux et plus vite. Et il dit, qu'est-ce que vous me proposez comme mission? Alors finalement, le responsable de la NASA des missions planétaires dit, j'ai 2 missions à vous proposer. Soit on se survole un astéroïde, c'est NEAR, que la NASA pense que est la mission gagnante, mais pas avant 1999, ou alors on se pose sur Mars en 1997 avec une petite sonde qui s'appelle Mesure Pathfinder, qui est le précurseur de la sonde Pathfinder. Dal Goldin dit, moi je préfère avoir une sonde qui se pose sur Mars, pour le grand public c'est quand même plus intéressant. Donc il inverse le choix de la NASA et dit, puisque c'est ça, c'est Pathfinder qui est budgété et NEAR partira après. Et c'est ce qui s'est passé. Imaginez la tête des gens de Johns Hopkins, qui avaient déjà leur mission gagnante, mais finalement, elle ne partira pas, elle partira qu'après Mars Pathfinder. Bon. Et puis, du coup, Tony Spear a dû s'organiser pour ses équipes. Donc, il fallait un nouveau type de sonde, la construire très rapidement, c'était capé en budget, une nouvelle technique d'atterrissage, donc les airbags, il fallait trouver quelque chose, et éventuellement prouver l'utilité d'un rover. Alors, pourquoi? Alors, parce que, évidemment, ce concept de sonde, pas cher, c'était NASA Arms qui l'avait développé, ça s'appelait la sonde mesure. Ils avaient développé une espèce de galette qui, si elle se pose dans n'importe quel sens, il y avait des trous de chaque côté pour que les expériences puissent surgir d'un côté ou de l'autre. Par contre, quand vous voyez le dessin officiel, le dessin officiel, c'est que, regardez bien, on voit le parachute qui s'ouvre avec la galette, et puis le bouclier thermique est fini, et puis quoi ça se pose comment? Voilà. Ça paraît pas évident comme ça, mais quand on lit en creux le truc, qu'est-ce qui se passe?
entre là, hein, là et là. Qu'est-ce qu'il y a? Et Tony Spear a dit, les mecs de Hams, vous êtes bien gentils, votre truc est génial, mais qu'est-ce que vous faites sur les derniers mètres, hein? Et ils n'avaient pas la réponse. Alors, le JPL commande des études sur un atterrisseur, et ils disent déjà, le truc qui fait flip-flop, on oublie, on va faire comme les Russes, on va se poser avec une capsule qui ouvre des pétales. Et les pétales auront des panneaux solaires. Donc ça, c'est le tout premier concept, hein. Puis ensuite, ils se disent, il faut trouver une solution à la russe, parce que les Russes, ils se souviennent, les Russes, oui, mais pour Mars 3, ils avaient une espèce de coussin en dessous qui n'était pas gonflable, un atténuateur, ça serait une très bonne idée d'avoir un atténuateur. Et puis ils vont rechercher dans leur papier, et ils s'aperçoivent que des mecs en 65 ont développé des ballons gonflables. Et ils se disent, ça pourrait être une idée. Et il se trouve qu'un petit étudiant, il développe le concept, on se pose, on ouvre des ballons dans lesquels la sonde est incluse, et on se pose à la surface de Mars. Puis après, on ouvre et on libère un petit rover. Alors, pour Rob Manning, la solution, c'est la sonde la plus light possible, qui termine sa descente protégée par des airbags. Alors, il faut mettre ça, au début, on n'appelait pas ça des airbags, on appelait ça des atténuateurs d'impact. Ça faisait plus chicose dans la présentation, parce que dans la présentation, moi, j'ai assisté. Comme quand Tom Rivellini venait nous montrer son truc, il ne pouvait pas dire des airbags, ça faisait pas chic. Alors, il venait dire des atténuateurs d'impact, ça faisait plus ingénieur. Voilà. Alors qu'en fait, c'était des trucs bricolés de bric-à-brac, hein. Moi, les modèles qu'on a vus, les premiers modèles qu'on a vus, c'était vraiment des trucs il allait acheter dans le commerce des ballons, qui gonflaient à la main, qu'il entourait de ficelles, et toute la technique, c'était de trouver une manière dont les ficelles pouvaient se décrocher et libérer les ballons. C'est toute une technique d'enroulement de fil. Et puis, on teste, et puis on teste en particulier le freinage final, parce que avant de libérer le cocon d'airbag, on va freiner brutalement avec des rétrofusées, on va couper le cordon, on va laisser les airbags qui vont rebondir. Et tout ça sous l'œil de Jim Martin, parce que Jim Martin est toujours le patron de la Red Team, et il décortique les solutions. Donc on remet en selle un panel style Viking où tout le monde doit présenter sa solution, et si elle n'est pas validée, elle n'est pas acceptée. Et en fait, c'est redoutable, parce que Jim Martin, qui a vécu tout l'ensemble du programme martien, il dit, votre truc, ça ne tourne pas. Et parfois, il est très bien, il dira par Rivellini, mais c'est génial votre truc, mais comme vous êtes très jeune, vous n'avez pas l'expérience, je vous mets 2 seniors au-dessus de vous. Et donc, il a décidé de coiffer de très jeunes ingénieurs, très prometteurs, par des seniors au-dessus, qui lui donneraient des méthodologies de travail pour mieux arriver et réussir les tests. Alors voilà, ça c'est les essais des airbags. Voilà. Donc on les fait scratcher sur des cailloux, ils crèvent dans tous les sens. Il faut savoir qu'au début ça a été très chaud, hein. Les airbags crevaient tout le temps. Il a fallu trouver une solution avec des épaisseurs de tissu pour que ça marche, hein. Et là on voit les trous qu'on avait, en haut vous avez les trous qu'on avait dans les airbags, là vous avez Tom Rivellini qui regarde les impacts, et à la fin ça a donné un cocon qui a très bien fonctionné. Ouais. Pour protéger une structure qui est repliable sur elle-même, voilà. Et on a testé absolument tout. Donc on a testé le truc qui s'ouvre, les airbags se rétractent dessous pour ne pas envelopper la sonde, parce que comme tu disais François très justement, on éjecte un parachute, c'est très bien pour éviter qu'il couvre la sonde, ça serait trop bête que les airbags à la fin viennent recouvrir les instruments. Donc le but c'était on ouvre les pétales et on rétracte les airbags par force, avec des cordes, pour les enfoncer sous la sonde. Et ça marche. On fait des tests réels, on fait dans tous les sens, et à la fin on valide le modèle final. Et puis le JPL décide de reprendre, donc on rouvre les cartons pour Viking, et on se dit, ils avaient analysé quand même pour Viking, en 68, ils avaient étudié ce qu'on appelle un étage de croisière. Donc ça remplissait l'orbiteur, c'est un cylindre qui est simplement capable de faire de la navigation pour envoyer une sonde vers Mars, en direct, sans passer par une orbite. Et donc on réouvre les cartons, et on développe un étage de croisière à partir de ça. Alors, comme disait François, effectivement, l'arrivée d'un atmosphère martienne se fait à 7 km et demi secondes contre Viking de 4 km 7. Donc ça va vraiment chauffer, hein. Voilà. Et l'ellipse, et finalement on a décidé de resserrer l'ellipse à l'arrivée. Voilà. Donc bingo, on se pose sur Mars, là vous voyez sur les agrandissements, on voit la sonde elle-même, on la détecte. Et puis il y a aussi toute l'invention, ce qu'on appelle la robotique martienne. Alors le perfectionnement des rovers. Alors ça part de deux navigations très différentes. La première, c'est ce qu'on appelle la navigation autonome à partir d'images, et une autre type de navigation qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et ce sont 2 équipes qui ont été très longtemps en concurrence au JPL et qui se sont bouffées le nez tout le temps. Parce que l'une disait à l'autre, ton truc de navigation, d'intelligence artificielle, ça permet de pas faire grand-chose, c'est des mouvements de base. Et les autres disaient, oui mais ton truc c'est très compliqué, ça avance pas vite, et en plus t'as pas besoin d'images pour savoir où tu vas, parce qu'on peut simplement par le comptage des tours de roue savoir dans quelle direction on est parti. Voilà. Donc ça s'est bouffé le nez pendant très longtemps, et du coup,
ça a donné deux types de génération de robots. Donc vous avez en navigation autonome, vous avez donc pour la navigation à partir d'images. Donc vous voyez, je remonte juste très vite. Les images du haut, c'est qu'on détecte à partir de deux images, on va créer une image en relief du terrain devant vous, artificielle. Ce modèle de terrain artificiel, on va le rentrer dans le rover et il va déterminer qu'il y a des pentes, il y a des obstacles devant lui. Il va les éviter. Donc on va analyser des images. L'autre, c'est très différent, c'est un robot insectoïde. Là, on l'a mettre avec des pattes, ça peut être avec des roues. On lui fait tourner des roues et simplement on lui dit tu vas là, c'est à tant de mètres, tu vas faire tant de tours de roue, tu vas éviter ce truc, et si tu tombes sur un obstacle avec tes palpeurs, tu recules, tu contournes l'obstacle avec des palpeurs. C'est très con. C'est un truc qui s'appelle l'architecture dite de subsumption, qui est j'évite, j'explore, et j'évite des obstacles. Globalement, c'est ça. Alors, globalement, pour les rovers, vous avez deux grandes paternités pour les rovers. Pour la navigation autonome, vous avez le Viking 84 dit Blue Rover, et on l'appelle Blue parce qu'il n'y avait que de la peinture bleue au JPL, et on l'appelle un pain en bleu tout simplement. C'est pas, ça n'a aucune autre connotation que ça. Qui est devenu Robbie en 1990, qui est devenu Rocky 7 en 1997, qui est devenu Fido en 1999, Rocky 8 en 2000 et Athena Mare en 2004. Alors vous allez me dire, mais c'est curieux, entre 1990 et 1997, on dirait qu'il ne se passe rien. Alors ben, si, il se passe plein de choses. Et c'est la chose suivante, il se passe l'irruption de l'autre type de navigation, qui sont les ancêtres du rover Sojourner. Donc c'est TOOS en 1988, qui est un petit robot qui, avec des palpeurs, va éviter les obstacles et qui se comportait tout seul. On invente la fameuse suspension Rocker Bogie en 1989, par Don Bickler qui l'a inventé en 1989. Ça va permettre de développer des petits rovers. Rocky 1 en 1990, qui est basé, qui est un rover à l'intelligence de l'insecte, toujours, qui évite des obstacles. Rocky 3 en 1990, Rocky 4.0 en 92 et Rocky 4.2 qui est devenu le rover Sojourner. Alors c'est une impasse, vous allez me dire Sojourner, parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus ce genre de rover sur Mars, parce qu'on est parti sur des gros rovers. Oui et non, parce qu'on garde la technologie en retour, mais par contre, vous pouvez tous les jours l'acheter, si vous voulez, c'est iRobot, votre aspirateur. Pourquoi ? Parce que Colin Angle, qui a développé TOOS, avec les premiers Rocker Bogie, c'est le cofondateur d'iRobot. Donc lui, il sait comment fonctionne un rover. Donc en fait, on se pose sur Mars, mission success, un site complètement chaotique, vous voyez, avec des pierres partout. Est-ce que Viking aurait pu se poser dans Rice Valley ? Non, bien sûr. Parce qu'on se serait fait percer le fond par les pierres à l'arrivée. Donc il fallait bien inventer les airbags. Voilà. Alors, la nouveauté, j'en finis là. La première nouveauté, c'est que Sojourner va voler la vedette et va devenir une star mondiale grâce à Internet. Parce que tous les jours, on a pu suivre les évolutions de Sojourner. Et puis, il y a eu l'Internet et le Mars Outreach avec l'invention, si vous voulez, de l'animation sur Internet, vraiment, avec des équipes chargées des relations avec les écoles, de l'architecture globale du web avec du site web, des robots distributeurs web, aussi de médias et sites miroirs. Et tout ça par Cheikh Modibo Diarra, parce que j'ai vu quelqu'un, on avait monté les festivals, on avait monté ensemble les festivals Megève et Méribel, d'Aviasport, je sais pas, il y avait un journaliste d'Aviasport qui était là, et donc il a bien connu aussi Cheikh Modibo Diarra, voilà. Voilà, donc en fait, Pathfinder, c'est aussi un moment important dans l'utilisation d'Internet. On dit que c'est un point crucial pour l'utilisation d'Internet, voilà. Une révolution mentale porteuse d'avenir, donc à nous revoir, on ne sait pas. Un jour peut-être qu'un astronaute ramassera Sojourner, voilà. Bonjour à tous, donc c'est un plaisir d'être ici, vous voir si nombreux. Donc moi personnellement, je suis François Forger, je travaille actuellement au CNRS. Je travaille sur à peu près toutes les missions qui vont vers Mars. Je travaille aussi pas mal sur New Horizons récemment. Et j'ai eu l'occasion, donc comme je l'ai dit, de travailler sur les données Viking. Mais là, tout de suite, je vais vous parler du point de vue européen. 40 ans après, on a effectivement actuellement en vol vers Mars une mission qui va se poser à la surface de la planète rouge. Et pour commencer, je vais vous parler de toutes les tentatives qui ont été faites pour se poser sur Mars de notre côté européen. Alors, cette histoire-là, en fait, commence non pas 40 ans après Viking, mais plus récemment, avec la mission Mars Express, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. J'étais responsable de sciences de l'atmosphère. Nous sommes là à Baïkonour, nous envoyons nos sondes vers Mars avec des fusées russes. C'est moins cher, ou alors on a des coopérations, là on a tout payé, mais c'était pas cher. Avec une fusée Soyuz extrêmement fiable,
en juin 2003, où j'ai eu la chance d'être. C'était un lancement de nuit, c'était formidable. Et donc, à bord de cette fusée Soyouz, en haut, vous aviez donc cette mission Mars Express, la première mission qui a été vers Mars, qui était surtout destinée, c'était surtout un orbiteur, un satellite qui est toujours en orbite, qui fonctionne toujours pas trop mal. Mais sur cette petite sonde, vous aviez là, on le voit sur le côté, à droite, une petite sonde qui avait pour objectif de se poser à la surface. Alors, la sonde Mars Express, c'est vraiment une mission européenne. Vous avez une caméra allemande, des spectro-imageurs français, un radar italien. Et les Anglais ont dit non, nous on va fournir non pas une caméra ou un radar, mais on va fournir une petite sonde que vous voyez là, qui est cette petite sonde qu'ils ont baptisée Beagle 2, Beagle 1 étant le nom du navire qui avait transporté Darwin et le capitaine Fitzroy à travers le monde. Et donc il voulait être le Darwin de la planète Mars. Tout ça a été baptisé par un Anglais très charismatique, assez amusant, qui s'appelait Colin Pellingert, qui est décédé il y a quelques années, un petit peu fatigant quand même. Et donc vous avez cette petite sonde-là, quelque chose d'assez petit, 70 kg, tout mouillé, c'est-à-dire avec le carburant. À la surface, ça devait faire une trentaine de 30-35 kg, donc quelque chose de très petit. Et tout s'est très bien passé. Donc voilà à quoi elle devait ressembler une fois posée à la surface. Donc c'était une espèce de boule qui utilisait aussi la technologie des airbags. Ensuite, tout cela se déployait. On avait un certain nombre de panneaux solaires qui devaient s'ouvrir et là sortait un bras bardé d'instruments qui devait faire des analyses autour de là. Quelque chose de à la fois très modeste parce que ce n'était que 35 kg à la surface, mais extrêmement ambitieux parce qu'il y avait quasiment une dizaine de kilos d'instruments. Un rapport instrument sur masse totale de l'engin record, peut-être un peu dangereux. Alors, tout commence donc pour Beagle 2 lui-même le 19 décembre 2003. On a fait le largage de la sonde, et puis ensuite elle devait descendre dans l'atmosphère, donc un petit bouclier, ça fait quoi, 66 cm de diamètre de mémoire, donc ça c'est le film de l'époque. Un premier parachute extracteur, un deuxième parachute hypersonique, qui a été développé à la va-vite dans des conditions très difficiles. Et puis à la limite je vais couper, sans regarder quand même. D'habitude je le coupe quand j'ai une conférence. Voilà les airbags qui avaient été conçus, donc assez inspirant, mais c'était quelques années seulement après la mission Pathfinder. Et puis tout ça devait se replier, se déployer comme vous l'avez vu pour étaler les panneaux solaires. Mais en réalité, eh bien, dans la nuit de Noël, c'était le 25 décembre 2003 que l'entrée, Entry, Descent and Landing devait être effectuée, en même temps que la mise en orbite de la sonde Mars Express, qui elle a très bien fonctionné, a donné des résultats formidables. Mais en tout cas, on a perdu le contact le 25 décembre 2003. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était vraiment un grand mystère. Quelques mois après cet échec, l'équipe Beagle 2 a produit un rapport avec une longue analyse et en démontrant que l'échec était de la faute de moi, de ma faute. Je suis sérieux, puisqu'ils ont fait une longue analyse détaillée pour des raisons que je pourrais détailler, liées à un problème de mesure que nous avons eu avec le spectromètre ultraviolet SPICAM, pour conclure que la raison de l'échec de la mission Beagle 2, c'était l'incertitude, ce qu'ils appellent ici, alors vous pouvez lire tout si vous avez le temps, mais l'incertitude de la caractéristique de l'atmosphère était due donc au problème de la mauvaise prédiction des caractéristiques de l'atmosphère. Or, j'étais responsable de la prédiction des caractéristiques de l'atmosphère. Donc moi, en voyant ce rapport, j'ai su qu'il disait n'importe quoi. Il disait n'importe quoi parce qu'il se basait, si vous avez le temps de lire, que sur un profil de température que nous avons obtenu avec le spectromètre ultraviolet SPICAM, des données que j'ai aussi publiées plus tard, dont j'étais responsable. Et il se trouve que dans un premier temps, on a fait un premier profil qui était techniquement valide, mais il y avait une grosse erreur dedans. On le savait, on le présentait en montrant qu'il y avait un énorme écart entre cette mesure et la prévision du modèle, de mon modèle. Et on en concluait en disant qu'il y a un problème dans les mesures, mais pas dans le modèle, parce que le modèle était validé par des millions de profils qu'on avait obtenus par les missions américaines. Mais l'équipe Beagle 2 a dit « Quoi ? L'atmosphère n'était pas comme prévu !» Ils ont fait tout ce rapport pour expliquer que c'est ça le problème. Alors j'ai dû écrire un rapport expliquant que non, c'était pas avec le PI de l'instrument SPICAM, que non, Martian atmosphere at the time of Beagle 2 landing, the density was not anomalously low. Alors c'était facile à démontrer parce qu'on avait énormément de mesures pour démontrer ça. Bon, néanmoins, un peu plus tard, il y a eu un autre rapport
une autre commission d'enquête, non pas interne, mais externe, très sérieuse, associant l'Agence spatiale anglaise et l'ESA, et qui ont conclu qu'il y avait toute une série de problèmes possibles, envisageables. Alors je vous donne un extrait ici, vous n'allez pas tout lire, mais des problèmes techniques par rapport à l'airbag, les rebonds, etc. Mais l'important, c'est qu'ils concluaient que la commission conclut que l'écart entre l'atmosphère et les modèles et la prédiction des modèles n'était pas la raison, la cause de l'échec de Beagle 2. La chose ne s'est pas arrêtée là. Alors, cela dit, Colin Pillinger, qui est une star en Angleterre, faisait du talk show régulièrement, et à chaque fois qu'on lui demandait qu'est-ce qui s'est passé, il répondait « l'atmosphère nous a trahis ». Et encore juste avant sa mort. C'est pas grave, c'était pas la raison. Et en fait, on a eu confirmation que c'était pas l'atmosphère, de manière magnifique, puisque en 2015, un ingénieur de l'ESA à la retraite, qui était parti, s'est entiché de l'idée de retrouver Beagle 2, de la même manière qu'on a vu des images de Pathfinder et de Viking, et en cherchant, il a fini en utilisant donc ces images ultra haute résolution de la caméra High-Rise qui est arrivée autour de Mars en 2005 sur le Mars Reconnaissance Orbiter. Il a fini par trouver le petit atterrisseur Beagle 2, le parachute qu'on voit mieux en blanc ici, et puis la back cover, c'est-à-dire ce qui protège l'arrière de la sonde. Et donc ça c'était magnifique. En zoomant et en retraitant les images, on a pu bel et bien montrer que c'était vraiment Beagle 2. Vous voyez ici, évidemment c'est vraiment la limite de la résolution, je vous rappelle ça fait quelques dizaines de centimètres, mais on voit bien le corps principal avec des panneaux solaires autour, mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'il n'y a pas le nombre de panneaux solaires. Donc ce que l'on pense, tout simplement, la sonde s'est bien posée. On est là à 7 km du centre de ce qu'on appelle l'ellipse. Il y a toute une ellipse d'incertitude où on pense pouvoir se poser. Et on est quasiment arrivé exactement au centre, confirmant l'excellence des modèles d'atmosphère. Non, je rigole. Mais oui, à peu près. En tout cas, l'atmosphère était bien comme on s'y attendait. Et donc, on pense que tout simplement la conception mécanique du système était pas assez redondante. C'est extrêmement difficile à faire. Et donc, que les panneaux solaires n'ont pas pu s'ouvrir complètement. Or, le système de communication avec la Terre nécessitait l'ouverture complète des panneaux solaires. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais ça a quasiment fonctionné. Donc là, il faut dire, l'Europe s'est bien posée sur Mars, de la même manière que les Russes sont bien posés sur Mars dans les années avant Viking, mais comme ça n'a pas fonctionné, on ne peut pas vraiment le dire. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que, si je reviens un petit peu sur ce qui a été dit, il n'y a pas que le Congrès qui pose des problèmes aux missions martiennes, le Congrès américain. Il faut reconnaître que c'est une exploration difficile. À titre personnel, moi personnellement, j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, comme ingénieur. J'ai travaillé pendant 2 ans à la NASA dans les années 90, et notamment sur la mission Mars Observer, qui, comme ça a été mentionné, donc moi j'étais à fond là-dessus, en août 93, a explosé au moment où on a préparé le réalimage des moteurs pour l'insertion en orbite. C'était une énorme sonde, c'était un engin extraordinaire, disparu. Donc ensuite je suis rentré en Europe. 1 milliard de dollars. Oh ouais, au moins de l'époque, ouais, c'était... Elle est magnifique d'ailleurs. Alors, je suis rentré en Europe et je me suis impliqué dans un grand projet français européen avec les Russes qui s'appelait Mars 96. Donc là, vous voyez juste un petit morceau, c'était une sonde monstrueuse. Et elle, on l'a perdue en novembre 96 au lancement. Disons, le dernier étage n'a pas bien fonctionné et la sonde a fini au fond du Pacifique. Très bien. Alors ensuite, je me suis beaucoup impliqué comme spécialiste d'atmosphère, notamment dans la mission Mars Climate Orbiter en 99. Là, j'étais vraiment associé à l'instrument PEMIR dont tu as parlé. Donc j'étais au JPL le 23 septembre 1999 et la sonde a brûlé en passant un peu trop près de Mars suite à une erreur d'utilisation d'unités pour la puissance des moteurs de correction de trajectoire. Bon, ok. Juste derrière, il y avait la mission Mars Polar Lander. Alors j'étais indirectement impliqué, je dois dire. Mais tout le monde était, après l'échec de Mars Climate Orbiter, c'était 2 mois plus tard l'arrivée de Mars Polar Lander qui était posé près du pôle sud. Tout le JPL en ordre de bataille pour faire en sorte, pour tout vérifier, pour être sûr que ça fonctionne. Ça n'a pas du tout fonctionné. Elle est descendue de l'atmosphère. On ne savait pas ce qu'elle s'est écrasée, on n'a pas de nouvelles. Et puis plus récemment, alors je ne mentionne pas les échecs japonais, etc. Plus récemment, mon institut, nous étions assez impliqués dans un énorme projet russe qui s'appelait Phobos Grunt, qui a été lancé en novembre 2011. Et donc la mise en orbite autour de la Terre a à peu près fonctionné, mais elle n'a pas bien fonctionné. Et puis au bout de on n'a pas pu du tout reprendre le contrôle de la sonde et elle est retombée sur Terre au bout de quelques semaines.
La conclusion de tout ça, ce n'est pas que je suis un chat noir, mais que c'est difficile. D'où l'intérêt et le suspense liés à la suite de l'aventure, en tout cas pour nous en Europe, avec la mission ExoMars 2016 que nous avons lancée, dans laquelle je suis très impliqué depuis le début, que nous avons lancée le 14 mars dernier. Alors, juste un petit mot, j'étais très vite, j'ai copié-collé quelques transparents. Le programme ExoMars, c'est un programme, c'est-à-dire que c'est assez ambitieux. Vous avez d'une part ce lancement en 2016 de la sonde d'un orbiteur, un peu comme pour Mars Express, d'un satellite qui va être en orbite, le Trace Gas Orbiter, et puis ce dont je vais vous parler tout de suite, le EDL, Demonstration Module, un module qu'on appelle Schiaparelli, qui va se poser à la surface de Mars. En 2020, non pas 2018, on a repoussé le lancement il y a quelques semaines, il y aura un énorme atterrisseur avec une plateforme d'atterrissage, la Landing Platform, qui sera équipée d'instruments scientifiques et un petit rover, un peu plus gros que Spirit Opportunity, 250 kg, complètement européen, qu'on prépare depuis des années, depuis 15 ans on prépare ce truc-là. Et enfin, peut-être on pourra le lancer en 2020, mais c'est pas sûr, le budget a dépassé l'enveloppe qui nous est allouée, et il y a un grand suspense dans les semaines à venir, et surtout en décembre prochain, pour savoir, en novembre prochain, si on aura l'argent pour lancer la seconde partie de ce programme. Mais un petit mot sur le Trace Gas Orbiter, là, que j'ai eu la chance d'aller voir pendant son montage. Il a été monté, alors l'engin principal, tout ce que vous voyez là, a été monté à Cannes, juste au bord de la mer, à Thales Alenia, ex-Alcatel. Et puis au-dessus, vous avez, ici entouré de millars dorés, le module d'atterrissage, donc Schiaparelli, qui a été, lui, construit à Turin, aussi chez Thales Alenia Space Italia, on le voit là ici, à Thales Italia, en cours de développement. Alors c'est un gros engin, beaucoup plus gros que Beagle, qui faisait donc, je vous ai dit 70 kg. Celui-là fait 600 kg, mais a vraiment un objectif technologique. Alors je vais y revenir. Avant ça, je crois que voilà, 600 kg, un diamètre de 2,4 mètres avec le bouclier de protection. Et puis à l'intérieur, ça fait un diamètre de 1,65 m. Donc c'est un assez gros engin. Et pour vous le présenter, finalement, je vais vous montrer... Avant de vous le présenter, je vais vous montrer quelques vidéos que j'ai repris à l'ESA pour vous montrer un petit peu, c'est toujours amusant de voir des images de montage et de lancement, et ensuite quelques images de synthèse qui illustrent un peu la mission. Alors d'abord un petit time-lapse, c'est la mode, vous savez, c'est quand on accélère à fond pour montrer un peu les choses. Alors déjà, vous allez voir, donc là on est à Cannes en fait, et vous avez la préparation vous avez l'orbiteur à gauche. On est là dans une salle blanche, vous savez que dans une salle blanche, il y a des filtres partout pour éviter qu'il y ait de la poussière. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre poussière, le minimum de poussière qui soit là. Et quand on va là-dedans, on doit mettre un masque, on appelle ça un bunny suit, c'est assez marrant. Alors, ça dépend du niveau de protection, mais pour le lander, on doit beaucoup protéger parce qu'il y a aussi une protection biologique. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bactéries qui rentrent dans l'affaire. Alors là, ils ont fait un movie, on voit qu'on installe le rover sur l'orbiteur, mais en fait c'était à Cannes. Ensuite, les deux ont été séparés, ont été envoyés en 2 avions à Baïkonour, et là, nous sommes à Baïkonour, où ils ont été réassemblés, donc on a refait la manœuvre que vous venez de voir, et on les met sur une fusée Proton. Une fusée Proton, c'est 2 fois plus gros qu'une fusée Soyouz, c'est capable d'envoyer beaucoup plus de masse vers Mars. Et alors, on a beau s'y habituer, le système russe d'envoi des fusées, depuis toujours, c'est de construire les fusées à l'horizontale. Et ça, c'est quand même pour nous, qui sommes très habitués, Ariane, etc., c'est toujours assez bizarre. Donc là, tout ça est accéléré, tout ça est sur un train. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller à Baïkonour, c'est un endroit absolument extraordinaire. Alors, il faisait beau ce jour-là, le lendemain, il ne faisait pas beau, malheureusement. Donc, vous voyez la grosse fusée Proton. Proton, c'est des carburants horribles, extrêmement toxiques. Vous avez une couverture thermique au-dessus pour protéger, qu'on va enlever. On ne va pas lancer on l'enlève au dernier moment. Et puis là, vous voyez, alors tout ça se fait avec du chemin de fer parce que c'est beaucoup plus grand que le Kennedy Space Center, pour ceux qui connaissent peut-être aussi. Donc il y a plusieurs kilomètres entre l'endroit d'assemblage. Hop, on redresse l'engin, 600 tonnes, juste comme ça, hop. Et ça va vite, hein, là c'est en accéléré, mais même en vitesse réelle, c'est quand même impressionnant. Enfin, j'étais pas là pour le redressement. Et puis vous avez ensuite... hop.
Bon voilà, préparation du système, bon, on va faire on va le lancement. Le lancement était extrêmement rapide. Malheureusement, il y avait des nuages, la fusée a disparu quasiment immédiatement dans le ciel. Alors ce lancement, donc, on était le 14 mars, à 12h30 heure de Moscou. Et puis ensuite, il y avait un certain suspense parce qu'en réalité, la sonde... Donc là, on passe en image de synthèse, il n'y avait personne pour filmer. La sonde a été d'abord mise en orbite autour de la Terre, a fait deux orbites et demie. Et le suspense venait du fait que le 4e étage qui doit faire l'injection de la sonde vers Mars, en fait, c'est celui qui a été à la cause de nombreux échecs par le passé. Mars 96, Phobos-Grunt, alors c'est pas exactement ce modèle-là, ça c'est le modèle Breeze pour les spécialistes. Et donc, mais tout s'est très très bien passé. Donc le lancement était à 12h30, cette opération-là s'est effectuée dans la soirée à 22h30. Et puis tout de suite derrière, déploiement des panneaux solaires. Et puis depuis, la sonde est en croisière vers Mars. On a fait déjà les tests de Near Earth Test, tout récemment ce qu'on appelle les Mid-Cruise Tests, pour tester les instruments. Donc là, vous avez une grande antenne pour communiquer. Elle sera repliée plus tard parce que cette sonde-là va utiliser la méthode de l'aérofreinage. Elle va utiliser l'atmosphère de Mars pour freiner et se mettre le plus près possible de Mars. Et puis donc, en octobre, le 19 octobre, donc quelques jours avant, disons, 4 jours avant exactement, on va larguer, voilà le 16 octobre, 3 jours avant, on va larguer la sonde Schiaparelli en légère rotation pour qu'elle soit extrêmement stabilisée par effet gyroscopique, en regardant ce moment cinétique. On va faire une manœuvre de changement de trajectoire de l'orbiteur lui-même, et puis les deux, ensemble, vont s'approcher de Mars. Donc, Schiaparelli va entrer dans l'atmosphère, et puis la sonde elle-même va se mettre en orbite à peu près au même moment. Donc ce sera une journée très importante, beaucoup d'action pour nous. Tu seras à Darmstadt ou tu seras... Je serai à Darmstadt, moi. Ouais. Oui, pour nous, tout va se passer à Darmstadt. Je ne serai pas sur Mars, malheureusement. Alors, pour l'instant, on aime bien faire dans les agences spatiales, surtout la NASA, on aime bien faire des movies qui montrent comment se passe l'entrée dans l'atmosphère, les 7 minutes de terreur, etc. Bon, le movie n'est pas prêt. On est en compétition avec l'équipe Rosetta qui prépare un super film parce que quelques jours avant cela, le 30 septembre, l'énorme sonde Rosetta va essayer de se poser ou se scratcher à la surface de la comète Churyumov-Gerasimenko. Alors, c'est eux actuellement qui ont priorité pour finir leur movie. Le nôtre est en retard. Mais j'ai ce petit graphe qui vous montre la séquence d'entrée. C'est très similaire à Viking, c'est toujours pareil. On arrive à peu près 7 km par seconde, freinage par le bouclier, on déploie un premier parachute, enfin il n'y a qu'un seul parachute sur cet engin-là, on largue le bouclier, ensuite on largue l'engin lui-même qui freine avec des rétrofusées et qui finit par se poser avec, non pas des pieds, mais un crushable material, donc une espèce de mousse qui va amortir le choc final. Alors j'ai beaucoup participé, comme les autres fois, mais là beaucoup en tant que sous-traitant, non pas avec ma casquette de chercheur, mais en tant que sous-traitant de Thales Alenia pour ce travail de l'EDL, le 3D Saturn Landing. Et il y a eu de grandes difficultés, en particulier pour mettre au point les radars qui doivent servir au moment où on est dans cette phase ici. Ça doit être écrit quelque part, Radar Acquisition, bon en tout cas, il faut que les radars... Radar turns on, le troisième, la quatrième étiquette à gauche. Je ne vois pas, mais c'est pas... Ah oui, c'est ça. Et ensuite, le radar doit être capable de mesurer la vitesse de descente, la vitesse horizontale et annuler tout ça. C'est assez difficile. Et il y a eu beaucoup de tests jusqu'au dernier moment. J'espère que ça marchera. Donc jusqu'au dernier moment, ils étaient démontés à côté. La dernière fois que je les ai vus, j'ai vu cet engin-là à Cannes. Les radars n'étaient pas encore montés. Bon, ça va marcher. Les derniers tests qui ont été faits au Maroc ont très bien fonctionné. Alors, un petit mot sur ce que va faire cette sonde-là. En fait, cette sonde va être un petit peu décevante par rapport à d'autres choses que vous avez pu connaître parce que son objectif numéro 1, c'est d'apprendre à encore mieux se poser sur Mars, à préparer l'énorme défi qui est devant nous, c'est d'être capable de poser des masses de 2 tonnes, 3 tonnes, 15 tonnes à la surface de Mars. Pour l'instant, on l'a fait avec les méthodes qui ont été... On a posé jusqu'à 1 tonne à la surface de Mars avec les méthodes traditionnelles. Et là, on se pose des questions. En Europe en particulier, on n'a encore jamais vraiment réussi à poser, finalement.
Et donc cet engin est bardé de capteurs qui vont faire des mesures technologiques pendant l'entrée. Vous avez là ce qu'on appelle les 3 capteurs COMARS qui sont fournis par les Allemands, qui mesurent la pression, plein de choses, et en particulier des flux radiatifs pour évaluer la température du halo supersonique qui est autour de la sonde. Côté du bouclier, vous voyez en haut à gauche, il y a une série de capteurs de pression et de capteurs de température et d'abrasion du matériel qui est censé être usé pendant l'entrée dans l'atmosphère. Et donc tout ça prend beaucoup de masse, et finalement il n'y a plus beaucoup de masse ni de budget pour faire de la science. Alors, un autre zoom sur tout cet engin-là, il y aura aussi bien sûr un certain nombre de mesures de gyroscope et d'accéléromètre, si vous voulez. Il y aura donc ce fameux radar. Il y a aussi une petite caméra de descente très rudimentaire qui va juste obtenir une quinzaine d'images en noir et blanc, basse résolution, ça va être extraordinaire. Et puis on va se poser à la surface. Alors pendant la descente, bien sûr, toutes ces données-là, qui sont essentiellement objectifs technologiques, vont être utilisées pour faire un certain nombre de mesures scientifiques. On va les convertir pour analyser la densité de l'atmosphère, les ondes, la poussière, etc. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez simple. On va se poser dans un endroit très facile, qu'on appelle le sinus meridiani, voilà, Meridiani Planum, pas loin de l'équateur. Alors c'est un site que nous avons choisi nous finalement parce que c'est l'endroit où il n'y a jamais de vent. Il n'y a jamais trop de vent horizontal, un endroit très calme, quelles que soient les conditions atmosphériques. Il est probable qu'il y ait une tempête de poussière au moment où on fera cette entrée dans l'atmosphère. Mais quelle que soit la quantité de poussière, le vent devrait être assez limité dans cet endroit-là. Je n'ai pas eu le temps de vous mettre les milliers, enfin j'aurais pu mettre une sélection de graphes montrant les vents que nous avons calculés dans cette zone-là. C'est un endroit très favorable. À la surface, d'un autre côté, c'est à peu près à l'endroit, pour ceux qui connaissent, qui est exploré en fait par Opportunity. Donc c'est une plaie sableuse avec quelques cailloux, c'est assez basique. Mais de toute façon, ce n'est pas très grave puisque on n'a pas mis de caméra à bord, il n'y aura pas d'image de la surface à la surface de Mars. Alors évidemment, c'est étonnant. Beaucoup de pays, s'ils avaient mis une sonde à la surface, ils n'auraient mis aucun instrument sauf une caméra. L'Europe, technologique et scientifique, fait l'inverse, n'a pas mis de caméra, il n'y aura pas d'image à la surface, juste pendant la descente. Néanmoins, il y aura une photo de l'engin une fois posé à la surface. Alors bon, ça c'est toujours à Turin. Puis voilà, juste quelques explications. Alors parmi ces engins-là, bien sûr, vous avez des rétrofusées pour l'atterrissage, les antennes, et puis vous avez un certain nombre d'instruments sur un ensemble qui s'appelle DREAMS. C'est le nom de la charge utile qui est installée à bord. Il n'y a pas de panneau solaire, donc elle ne fonctionnera que sur batterie pendant 2-3 jours, peut-être un peu plus si on a de la chance. Et puis il y a quelques capteurs météorologiques qu'on va surtout tester pour faire un certain nombre de mesures pendant quelques jours. L'instrument le plus intéressant, c'est l'instrument que vous voyez ici qui s'appelle MicroARES, que vous allez peut-être mieux voir ici, qui est là, MicroARES. Donc ça c'est issu transparent que j'ai pris à la va-vite dans toutes nos dizaines de présentations et de réunions que nous faisons. Et MicroARES, c'est un capteur électrique qui va mesurer le champ électrique. Et ça, c'est vraiment nouveau, et une mesure de quelques jours va être très intéressante. Ça a été développé par mon collègue Franck Messin au LATMOS. Et donc, on va mesurer le champ électrique. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, parce qu'on a plein de théories qui nous font penser qu'à cause de la quantité de poussière dans l'atmosphère de Mars, ces poussières, un peu comme dans les orages sur Terre, se chargent en électricité et qu'il y a peut-être de temps en temps des petits éclairs, potentiel danger pour les futurs astronautes, mais surtout qui peuvent induire une chimie assez exotique qui pourrait nous expliquer certains comportements bizarres de ce qu'on voit sur Mars. On va aussi pouvoir mesurer un certain nombre de phénomènes liés au champ magnétique. Bref, voilà quelque chose de nouveau, mais ça ne va pas être une révolution. On ne va pas travailler pendant des années sur Mars, c'est juste des petits capteurs que l'on teste, c'est pas très cher, ne vous inquiétez pas, et qui vont tomber en panne rapidement. Bon, scientifiquement, le plus intéressant, ce sera quand même bien sûr l'orbiteur lui-même, donc ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais qui lui est conçu pour avoir une orbite très originale, basse altitude, et qui va comporter un certain nombre d'instruments, une caméra stéréo, couleur, très bonne qualité, qui va pouvoir regarder le matin, le soir, contrairement aux caméras américaines, qui s'appelle Cassis, fournie par les Suisses. Vous avez un spectromètre à neutrons
j'ai un peu technique, mais qui est destiné à cartographier la glace dans le sous-sol, qui a été mentionné tout à l'heure par Olivier Selle, que n'a pas vu Viking 2. Ben moi, je pense que si Viking 2 avait creusé un peu, on aurait vu de la glace blanche, parce que je pense qu'à l'endroit de Viking 2, je pense qu'elle est blanche, elle est presque pure, d'après les précédentes mesures qui ont été faites avec les spectromètres à neutrons. Sauf qu'on a fait des mesures avec une résolution très grossière pour l'instant, avec la sonde Mars Odyssey dans les années 2000. Et là, on aurait une résolution 10 fois supérieure, ce qui nous permettra de résoudre l'énigme concernant l'origine de cette glace, car nous ne savons pas vraiment, il y a plusieurs scénarios qui se disputent, pourquoi est-ce qu'on a, sous quelques centimètres de sable, sur une grande partie de la planète Mars, de la glace presque pure, juste en dessous. Et donc, on va mener l'enquête. Mais surtout, ce qui donne le nom à cet orbiteur, le 13 Gas Orbiter, c'est une série de 3 plus 3, 6 spectromètres. La suite on dit suite en anglais, un complexe de 3 spectromètres fournis essentiellement par les Belges et l'Angleterre nomades, et puis une suite de 3 autres spectromètres fournis par la Russie et la France, enfin très impliqués, qui s'appelle ACS, qui veut dire Atmospheric Chemistry Suite. Donc avec ces instruments-là, je ne vais pas vous détailler, on va faire tout plein de mesures dans l'atmosphère pour essayer de détecter des gaz traces, entre guillemets, renifler l'activité possible qu'il y a dans le sous-sol, mais beaucoup mieux comprendre la météorologie, donc certaines de sciences qu'on va faire pendant des années, à partir, alors pas tout de suite, pas à partir de fin 2016, puisque après la mise en orbite, il y aura une longue phase de plusieurs mois où on va faire, après quelques mesures pour se préparer, à partir de janvier 2017, on va faire l'aérofreinage, c'est-à-dire qu'on va se freiner, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, passer dans l'atmosphère régulièrement pour réduire la vitesse du satellite de manière à le mettre en orbite basse, alors qu'au début il sera dans une orbite très haute avec une orbite de 4 jours, alors qu'ensuite on passera à une orbite de 6 heures. Je pourrais vous en parler sans fin, mais je vais terminer là. Avec ce dernier panneau, pour vous rappeler que l'exploration martienne reste quand même très active. Là c'est un panneau avec les Passkey Missions. Olivier, Viking et juste une petite flèche en haut à gauche, Viking 76. Voilà. Mais c'est très important. C'était la Key Mission, bien sûr. Pathfinder et compagnie, Spirit Opportunity. Bref, nous sommes actuellement avec notre mission, le 13 Gas Orbiter, en route vers Mars, avec le démonstrateur Schiaparelli. Et puis en 2018, vous aurez une mission de la NASA, avec une très forte composante française qui s'appelle InSight, avec un atterrisseur qui est un peu du style Viking, avec 3 pieds, un peu comme un modèle lunaire, exactement analogue, pour ceux qui connaissent, à Phoenix, et qui va déployer un sismomètre, ça a été mentionné tout à l'heure, et cet instrument principal est fourni par la France. Donc c'est un honneur. Récemment, c'était un peu une source de soucis, puisque toute la mission était prête pour un lancement en 2016, et comme notre instrument, le sismomètre, n'était pas prêt, pour un certain nombre de problèmes techniques très difficiles, toute la mission est d'être retardée à cause du retard des Français. Donc, donc voilà, j'ai la chance d'être très impliqué aussi dans InSight. On s'occupe notamment, encore une fois, de l'entrée des Descent and Landing, avec un contrat avec le JPL et le CNES. Et puis, nous sommes, avec mon collègue Brice Pigao, LMD, nous sommes co-responsables des mesures d'atmosphère qui seront faites. Alors, ce qui est chouette, c'est que sur Curiosity ou même Viking, il y avait une énorme équipe météo. Sur InSight, on est très peu nombreux, puisque ce n'est pas du tout l'objectif de la mission. Cela dit, il y aura des capteurs météorologiques bien encore meilleurs que sur Curiosity, donc ça va être très très chouette. Derrière, vous avez, bien sûr, en 2018, donc je n'ai pas changé mon graphe, mais reporté en 2020, le lancement de la mission ExoMars. Là encore, avec des gros problèmes d'entrée, descent and landing et d'atterrissage. Fait par l'entreprise Lavochkin en collaboration avec Thales Alenia, et à nouveau nous sommes sous-contractants pour préparer ça. Et puis en 2020, là vous aurez, en plus de la mission ExoMars, que j'aurais dû décaler vers la droite, vous aurez un gros rover américain du type Curiosity qui s'appelle pour l'instant Mars 2020, qui va compléter, un petit peu analogue à Curiosity, mais avec des instruments différents, et qui a surtout pour objectif de préparer le retour d'échantillons plus tard. On ne sait pas quand, c'est pas encore financé, mais il va ramasser des échantillons, soigneusement les sélectionner, et puis les déposer à la surface pour qu'ils soient disponibles pour un futur rover de récupération d'échantillons. Les Émirats Arabes Unis ont pour projet d'envoyer une mission en 2020, et là j'ai la chance aussi d'être impliqué dedans, donc une mission très exotique avec les Émirats Arabes Unis. En fait, c'est beaucoup fait avec des Américains et puis nous. Donc vous en entendrez peut-être parler un jour. Son nom est Hope, c'est encore un peu secret, mais voilà.
Et puis derrière, plein de projets, notamment un projet chinois très très ambitieux, vont être lancés pour ceux qui se souviennent du lapin de jade qui était sur la Lune. Ils veulent mettre l'équivalent sur Mars. Voilà. Donc là aussi, ils sont très actifs. Ils viennent nous voir, pareil, parce qu'on a un peu le savoir-faire pour descendre sur Mars. Donc voilà, et plein d'autres missions japonaises, en Inde aussi, et peut-être une collaboration franco-indienne. Voilà.